Airbnb, c'est un peu ce qui a ouvert la porte à pas mal de déboires comme ça, à des activités plus ou moins. Et là, ils sont pas fait mieux cette année en ouvrant vraiment les vannes à tout type d'activité. Le privé va se mettre sur Airbnb. S'il doit se mettre que sur une seule plateforme, il va se mettre sur Airbnb. C'est beaucoup plus simple pour lui parce que c'est accessible. Ça aussi, c'est un problème. L'accessibilité, c'est trop accessible. Mais c'est sûr que quand c'est la maison qui est 2 maisons plus loin d'un gîte que tu gères qui flambe, tu te poses la question. Tu te dis, bon, ça aurait pu être le mien, qu'est-ce qui a fait que c'était pas le mien? Mais ça permet de faire vivre aussi ces régions. Mine de rien, on tape dessus, les Airbnb, etc., mais ça apporte vraiment de l'argent au territoire un petit peu décalé comme ça. Et ça fait vivre tout un nouvel écosystème. Alors, il va peut-être y avoir de la saisonnalité, etc., mais derrière, il y a un nouveau tissu local qui va se créer quand même. Ça va juste être en défaveur de ta clientèle que tu avais avant, et c'est eux qui vont morfler. Ça se trouve, elle était hyper qualitative, cette clientèle, c'est ta clientèle historique, et c'est vraiment eux qui ont cru en toi au début. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui pour le talk show Conciergerie de rêve, toujours avec une invitée de marque. Aujourd'hui, on reçoit Samantha, qui est directrice d'une conciergerie qui s'appelle Cotoon, conciergerie qui travaille dans le secteur de Colmar et Strasbourg, et conciergerie qui travaille avec une carte G, ce qui va être le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Donc Samantha, ta conciergerie gère 170 biens dans la région. On va parler un petit peu de comment ça s'organise. On va parler de certains sujets qui fâchent un peu, hein, carte G, régulation, l'image de nos métiers. Déjà, Samantha, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc je suis très contente d'être là. Cool, ouais, c'est un sujet assez, je ne vais pas dire polémique, mais en tout cas qui, comme tu le dis, qui nous tient à cœur et qui, moi aussi, me tiennent à cœur parce que on va parler de carte G, régulation, professionnalisation, parce que la conciergerie, aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si on a eu le droit un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut vraiment professionnaliser les choses si on veut que ça marche, que ce soit une réussite et pour la conciergerie et pour nos propriétaires. Et c'est ce que tu vas nous partager justement, comment tu fonctionnes dans ta conciergerie. Alors, avant de rentrer vraiment dans les sujets un peu polémiques, etc., je voudrais quand même qu'on comprenne comment tu fonctionnes dans ta conciergerie. Donc, tu gères 170 biens là sur région Est, donc Colmar, Strasbourg et environ. J'ai vu que tu avais aussi un certain nombre d'exigences de qualité dans ta conciergerie, ce qui est normal. Est-ce que déjà, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qui tu es et puis comment tu es arrivé dans le monde de la conciergerie en fait? Super, pas de souci. Alors, donc, je suis Samantha Straub, je suis donc d'Alsace, alsacienne. Je gère depuis plus de 10 ans maintenant la société Cotoon. Donc, c'est une conciergerie vulgairement, mais c'est une agence immobilière spécialisée dans la gestion de meublés touristiques. Le problème, c'est que quand je dis cet intitulé, personne ne sait ce que je fais actuellement. Donc, je suis une conciergerie. Ça, c'est la version banalisée de mon métier. Donc, effectivement, j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans avec mon premier client qui avait 8 logements. Et puis, crescendo, on est monté à 170. On est plutôt orienté haut de gamme. Donc, on va sélectionner un petit peu plus nos logements sur un positionnement haut de gamme. C'est un choix que fait toutes les conciergeries à un moment, de s'orienter un peu dans ce sens-là. En tout cas, ça se généralise. Donc voilà, 170, on a un rythme un petit peu de croisière, on est bien à ce niveau-là. On gère de 2 manières différentes. La première, c'est j'ai des city managers, donc des responsables de secteur en interne, des salariés qui vont me chapeauter mes 2 villes principales qui sont, comme tu l'as dit, Strasbourg et Colmar, qui sont aussi les villes dans lesquelles j'ai commencé l'activité. Du fait des réglementations un petit peu particulières dans ces villes, on a dû un petit peu écarter notre champ d'action. Donc, je suis aussi présente sur le territoire alsacien un petit peu plus clairsemé. Sur un autre modèle, pour le coup, je travaille avec des conciergeries, au sens strict du terme cette fois-ci, locales, pour à chaque fois avoir mon acteur local. Et donc, je collabore avec eux en mettant à profit mon expertise et ma carte G, pour le coup, et que eux puissent me fournir ou en tout cas collaborer avec moi sur la partie terrain, la partie conciergerie à proprement parler. Voilà. Ouais, ok, ouais, je vois bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier-là? Qu'est-ce que tu faisais avant?
Oui, pardon, exact. Je viens de l'hôtellerie, voilà, tout simplement. Je viens pas du tout de l'immobilier. Je pense que c'est une erreur que d'assimiler notre métier à de l'immobilier. Mine de rien, c'est pas parce qu'on a la carte G qu'on est tout à fait pour tout ce qui est dit. On en parlera certainement plus tard. Je viens de l'hôtellerie, donc l'hôtellerie haut de gamme. Donc ça s'inscrit bien dans l'activité que je fais actuellement. J'étais dans une grande chaîne très connue et assez haut de gamme, très normée, très dans un cadre, etc. C'était pas du tout moi, en fait. Voilà, j'avais besoin vraiment de beaucoup plus d'expression, de liberté. Et il y a 11 ans, j'ai eu cette opportunité, voilà, d'avoir ce premier client qui cherchait quelqu'un. Et ça a commencé un petit peu comme ça, par hasard, quoi, sur un métier qui n'existait pas il y a 10 ans. Hein. On se remet dans le contexte aussi. Airbnb, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, c'était pas connu, c'était mal vu. Bon, c'était déjà mal vu, ça n'a pas changé. Mais c'était vraiment tout nouveau. Le gîte, c'était le gîte de France, c'était la location à la semaine. On était vraiment sur du samedi au samedi, du mardi au mardi. Voilà, c'était vraiment pas du tout la même typologie de gîte, parce que c'est quand même le Airbnb, c'est un gîte à la base. On n'était pas du tout sur des city breaks, des courts séjours, etc. Donc c'est un métier où on a eu de la chance parce que c'était vraiment le début de ce Airbnb qui se lançait. Et en même temps, c'est un métier qui existait, mais qui n'était pas fait de la manière où ça va être fait plus tard, 10 ans plus tard, aujourd'hui, par les différents acteurs, aussi bien conciergerie que agence IMO, quoi, pour le coup. Donc voilà, l'hôtellerie, complètement, pas du tout d'immobilier, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est effectivement, du coup, c'est intéressant aussi dans ton parcours que tu viennes de l'hôtellerie parce que je parle beaucoup de conciergerie, de carte G, d'agent immobilier, mais l'hôtellerie, c'est un métier qui est aussi très proche du nôtre, Ouais. ou plutôt, je dirais que les conciergeries sont positionnées entre les agents immobiliers et l'hôtellerie parce que on a un côté gestion qui ressemble beaucoup à l'agent immobilier et on reçoit des voyageurs, donc on est dans le tourisme, quoi. Donc, on est vraiment Quand j'ai commencé l'activité chez Cotoon, enfin pour Cotoon, j'ai assimilé ça à un mini hôtel, mais qui est vraiment les chambres seraient vraiment éparpillées. Je le voyais vraiment comme ça. Je me disais, je dois le gérer exactement comme un établissement touristique et vraiment me dire qu'en fait, oui, d'une chambre à l'autre, je peux avoir 5 kilomètres. Voilà un peu comment je l'ai imaginé il y a 10 ans, quoi. Ouais, ok. Ça t'a pas un peu effrayé justement d'avoir parce que entre un hôtel où tout est sur place et puis tu vois de la conciergerie où c'est un peu éparpillé, t'as pas la même logistique. Enfin, Oui, c'est vrai. C'est pas la même logistique. Il y a moins de logistique interne puisqu'on externalise beaucoup en conciergerie, notamment le ménage, le linge, etc. Ça m'a pas fait peur parce que justement j'avais besoin d'un nouveau challenge. C'était un petit peu, j'avais fait le tour du bocal en hôtellerie et donc j'avais besoin de quelque chose qui allait me stimuler, où 2 journées seraient pas du tout les mêmes, etc. Et c'est vraiment ce que ça offre la conciergerie. C'est vraiment le métier de la surprise pour le coup. ouais, ouais, ok, ok. Donc aujourd'hui, tu t'éclates dans ce métier-là, quoi. Ah ouais, c'est devenu ma passion. C'est pour ça que il y a des sujets qui me tiennent à cœur, mais aussi c'est un métier que j'aimerais vraiment valoriser. On est la bête noire. Airbnb, de manière générale, au sens très large du terme, donc le gîte, le Airbnb, c'est la bête noire de l'État, quoi qu'il en soit. Et nous, on fait la profession qui vise à développer ça. Forcément, on est aussi la bête noire de l'État et on a un besoin d'être parfait. Voilà, tout simplement. On a besoin de prouver que ce qu'on fait, c'est un vrai métier, qu'on le fait bien, qu'on suit un petit peu les règles. C'est aussi le sujet un petit peu de la journée. Voilà, on a besoin d'être parfait parce qu'ils nous louperont pas. C'est ça le problème. Donc, il vaut mieux se mettre directement en conformité et puis faire, entre guillemets, profil bas pour que tout marche bien, quoi. Ok, donc ce que je te propose maintenant qu'on sait un petit peu plus sur ton parcours et d'où tu viens et comment tu es arrivé dans le monde de la location saisonnière, je te propose de passer à la première séquence, qui est la séquence assez redoutée par tous nos interviewés. C'est la séquence du pitch. Donc là, tu vas nous pitcher ton activité pour qu'on comprenne un peu tes spécificités, tes spécialités. Et qu'on en sache un petit peu plus sur la société dans laquelle tu es directrice. Un pitch de 2 minutes maximum. Je te dis pas que je lance le chrono, mais c'est presque ça. J'essaie d'être concis. Ouais, ok, pas de souci. Je te passe la main, c'est à toi.
Super. Donc, l'agence Cotoon, comme je vous disais avant, spécialisée dans la location courte durée. On a la carte G, mais on fait aucun autre immobilier. Ça, je l'ai pas précisé avant, mais c'est important de le dire aussi. C'est vraiment notre spécialité, c'est la location courte durée, le Airbnb. On n'est pas agent immobilier, uniquement sur la carte. C'est des métiers de toute façon qui sont complètement différents. Comme je disais avant, on a 2 méthodes de travail. On a une belle équipe interne parce qu'on a un peu plus de 15 salariés, plus encore des femmes de ménage ponctuellement. Donc voilà, j'ai internalisé pas mal de choses du fait que mon secteur me laissait pas le choix, puisque autant sur Strasbourg, on est sur une métropole qui a vraiment de la ressource en termes de ménage, par exemple, autant sur Colmar, on a vite fait le tour. Une fois qu'on a connu tout le monde, bon, ben voilà, faut trouver d'autres solutions. Et là, l'internalisation, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, j'ai une belle équipe assez fournie pour le coup, parce qu'il faut suivre 15 personnes, quoi. Et en parallèle, eh ben, j'ai tout ce développement suite au changement de législation dans notre région, enfin, dans notre pays tout court, au durcissement des législations. Sur Colmar, sur Strasbourg, il n'y a plus trop de possibilités de créer de nouveaux logements. Donc, soit on reprend un existant, soit on va s'orienter sur les villages environnants. Et donc, sur les villages environnants, ma vision, c'est qu'on ne peut pas gérer un logement si on n'est pas sur place, si on n'a pas des yeux, des mains sur place. Donc, on a fait le choix d'externaliser notre présence en gardant donc toute notre expertise administrative, tout ce qui va être traitement de mail, tout ce qui est cette partie gestion, on parlera après vraiment au sens gestion du terme, gestionnaire, planning, tarification, etc. Tout ce noyau central, il était déjà présent. Donc finalement, qu'il y en ait 50 ou 200 de logements, ça change pas grand-chose en termes d'échelle. Et en termes d'acteurs locaux, on s'est rapproché soit de sociétés de ménage la plupart du temps, parce que c'est elles qui voulaient aussi grandir et valoriser un petit peu leur activité, puisque femme de ménage, voilà, c'est un chouette métier, il est hyper important dans le nôtre, mais de se développer ou acquérir de nouvelles facettes à la profession, c'est aussi sympa. Et donc, c'est principalement ces acteurs-là qui vont devenir city manager chez nous, donc partenaire local, voilà, c'est les 2 termes qu'on emploie, et donc ils vont devenir nos yeux, nos oreilles, nos petites mains sur place pour tout vérifier, on travaille ensemble, en fait, on est collaborateurs. Il n'y a pas de franchise, on ne fait pas de franchise, ça ne nous intéresse pas, c'est gagnant-gagnant. On est une agence, donc on a une commission, c'est 50-50, chacun fait la moitié du boulot, on met en commun, et si ça fonctionne ensemble. Si ça ne fonctionne pas, chacun fait son activité principale. Mais le but, c'est vraiment, notre modèle, c'est de travailler main dans la main avec les acteurs locaux. Voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, donc, comme tu disais, tu as fait le choix d'internaliser une partie de tes activités parce que le bassin de l'emploi te donnait pas trop le choix non plus. Oui. Du coup, à partir de quel moment tu t'es dit, au-delà du fait que tu dis, ok, tu n'as pas le choix, mais tu vois, quand tu démarres avec 8 logements, tu n'as pas pris tout de suite un salarié, Non, tu ne peux pas. Les premières années, quand tu commences, que ce soit 8, moi j'ai eu le cas jusqu'à 30 à peu près. Jusqu'à 30, j'étais toute seule, facile, sans enfant, mon mari était OK, j'avais que ça à faire, entre guillemets, c'était un nouveau bébé pour moi, donc voilà, j'y ai mis toute mon énergie, tout mon temps. C'était 2-3 ans sans vacances. Évidemment, les voyageurs, ils étaient là quand c'était le moment des vacances. J'avais pas de vacances. J'ai de la chance d'avoir une forte saisonnalité en Alsace, donc de janvier à Pâques, il n'y a rien. Donc bon, j'avais un temps off à ce moment-là, mais sinon le reste du temps, c'était la saison d'une traite, quoi. Du coup, l'investissement à 200% m'a permis de faire vivre tout le début, mais au bout de 30 logements, disons, on peut pas vraiment. Moi, je parle pas trop en logement parce que c'est vraiment subjectif comme outil de mesure. Tu peux avoir 30 logements qui sont du samedi au samedi, comme dit, et qui vont te prendre finalement le vendredi, samedi en termes de travail, vraiment, de journée de travail. Et tu peux avoir que du short terme qui est vraiment hyper sportif parce que tu vas avoir que des départs arrivés, etc. Et tu vas vraiment être dans la course. Et ça, avec 8, tu peux être dans la course et avec 30, tu peux être tranquille. Donc, c'est pas vraiment mon outil de mesure. Mais disons qu'à un moment, si tu veux des vacances, il va te falloir une seconde personne, quoi qu'il en soit. Et ce que je me suis aussi dit à un moment, c'est que je pouvais pas être dans mon appart et derrière mon ordi.
Et c'est aussi ça le modèle que j'ai créé chez Cotoon, c'est que mon pôle administratif, je l'appelle pôle administratif, va faire tout ce qui est derrière un ordinateur au sens propre du terme. Tous ceux qui doivent être assis plus d'une heure derrière l'ordinateur pour faire une tâche, c'est de l'administratif. Voilà, c'est la comptabilité, c'est la tarification, c'est la réponse aux voyageurs, tout ce qui nécessite un PC. Tous les autres qui nécessitent d'être dans le délogement, d'être en déplacement, etc. Ils ont d'ailleurs pas franchement de PC, tous ces gens-là. Tous ces collaborateurs-là, ils n'en ont pas besoin non plus parce qu'ils ont des alliés à l'administratif. Ils vont leur transmettre les informations et leur dire, bon voilà, là, il y a quelqu'un à contacter, etc., d'une manière particulière. Et eux vont prendre le relais. Ça leur permet d'être hyper présents pour leur terrain. Et c'est ça, vraiment ça le modèle que je veux mettre en avant, c'est que on a dans notre palette de tâches sur notre métier du terrain, de l'administratif. Vraiment, c'est hyper varié. Et si on est généraliste, donc on fait tout en même temps, on va le faire moins bien que si on a un expert sur chaque domaine, forcément. Donc, j'ai un expert en tarification, j'ai un expert en réponse voyageur, j'ai un expert sur place qui est mon acteur local. Voilà. Donc, j'ai vraiment tout scindé pour être vraiment qualitatif sur tous les points. Ouais, mais moi, je te rejoins à 100% sur le fait que on a plein de métiers à exercer dans la conciergerie et que chacun de ces métiers-là, bah, justement, c'est un métier, une expertise bien particulière, avec des compétences bien particulières, des outils bien particuliers. C'est clair que la personne qui va s'occuper du revenu management, c'est une compétence très particulière qui n'a rien à voir avec la personne qui fera de la maintenance. Donc, clairement. À chaque fois, c'est des compétences bien dédiées, bien spécifiques, avec des outils spécifiques. Et je trouve que entre guillemets, de segmenter comme tu l'as fait là, en tout cas de spécialiser plutôt, je trouve que c'est l'une des clés de la réussite. Et c'est aussi ça être pro, quoi. Je pense que mes profils de responsable secteur, je vais les orienter plutôt techniques, capables de changer une chasse d'eau, etc. Je peux pas en plus leur demander de savoir me rédiger un mail sans faute. Ça marche pas. C'est pas le même profil, c'est pas ce que je leur demande, et ça va plus les dégoûter un petit peu du métier qu'autre chose. Chacun a vraiment. Alors, il y a des perles, hein, il y en a qui savent tout faire et super. Malheureusement, ça court pas les rues. Donc, à un moment, j'ai préféré vraiment expertiser chaque mission. Voilà. Je te rejoins. Pour moi, c'est ça être pro, quoi. Et je pense que tu l'illustres bien dans ce que tu décris là. Du coup, je vais rentrer un peu dans les sujets en débat aujourd'hui, puisqu'on va parler beaucoup de carte G. Donc, aujourd'hui, tu travailles avec la carte G aujourd'hui. Quand tu as démarré, est-ce que tu avais déjà la carte G? Est-ce que tu avais conscience un peu de ça? Comment tu t'étais projeté? Enfin, comment tu as démarré? Est-ce que tu avais déjà la carte G au début? Alors, donc moi, tu as bien compris, je viens de l'hôtellerie, je n'ai pas de carte G personnellement. C'est mon collaborateur qui l'a, lui, clairement de l'immobilier, et il a une carte G, c'est très bien. Moi, de l'hôtellerie, j'en aurais pas eu et j'aurais pas pu en demander, puisqu'il faut quand même des diplômes pour la demander. Quand on a créé Cotoon il y a plus de 10 ans, la question se posait pas. Il n'y avait pas de conciergerie au sens léger du terme. Donc, en fait, quand tu démarrais ton activité, tu te rapprochais de l'activité la plus semblable. Donc là, en l'occurrence, immobilier, gestion locative. Et donc, la question s'est même pas posée. C'était logique. Il n'y avait que ça. Les seules références qu'il y avait, on va dire qu'on était plutôt sur de l'agence de stations d'hiver. Voilà, vraiment, en station de ski, tu as beaucoup de conciergerie. Ça ne s'appelait même pas encore conciergerie à cette époque-là. Mais c'était un petit peu les seuls modèles qu'on avait. Donc, quand on a lancé l'activité, c'est venu tout naturellement. Le fait qu'on demande la carte G, ça faisait partie de l'IMO, on l'a fait, voilà. C'était une question qu'on ne s'est pas posée. Les conciergeries sont venues vachement plus tard par rapport à notre début d'activité. Donc, on a tout de suite commencé dans les clous, on s'est tout de suite mis en conformité sans le vouloir, parce qu'en fait, ça paraissait naturel. Mais effectivement, c'était pas mal de contraintes, parce que on connaît bien les métiers de l'immobilier, c'est quand même un des métiers les plus réglementés, l'immobilier. C'est vraiment, on peut rien faire sans carte, normalement, j'entends. Et donc, c'est assez réglementé. Et effectivement, dès les premières années, on a eu les contrôles, etc. On n'a vraiment jamais été lâché par les autorités par rapport à ça, quoi. Hein. Donc, on a fait dans les clous, puis heureusement, parce que du coup, il y a eu tous les contrôles qui allaient. Parce qu'on était enregistré en tant qu'agence IMO aussi. Voilà. Donc, voilà, la question, comme dit, c'est pas posée. Maintenant, j'ai de la chance, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. Donc, voilà, je pourrais avoir la carte G à mon nom.
voilà, le besoin s'en fait pas sentir, donc voilà. Mais j'ai la carte de collaborateur, carte G collaborateur. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant de voir comment tu as démarré parce que tu as raison, historiquement, c'est quand même les agents immobiliers qui faisaient la gestion locative en location saisonnière. Tu parlais de la montagne et c'est clairement le bon exemple. Pour tous ceux qui ont déjà pris des locations en séjour à la montagne ou même en bord de mer aussi. Oui. Moi, je me rappelle très bien d'avoir eu des agents immobiliers qui venaient, avec qui on prenait rendez-vous, qui nous donnaient les clés, qui s'occupaient de tout. Voilà quoi. Donc, à l'ancienne, j'ai envie de dire un peu. Complètement. Donc historiquement, c'est quand même, c'est vrai que c'est comme ça que le métier existe toujours. Simplement, voilà, c'est vrai qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont venus. Alors, justement, une des questions moi qui m'intéresse et que je voulais avoir un peu ton avis, c'est aujourd'hui. Donc, toi, tu as démarré avec la carte G, parce que ça te semblait, c'était le modèle au départ. Aujourd'hui, il y a des conciergeries qui arrivent sur le marché sans cette fameuse carte G et sans peut-être tout le contexte de la carte G, parce que la carte G, tu l'as dit, c'est une formation, c'est des diplômes, c'est aussi des contrôles faits par l'État, comme tu l'as dit. Est-ce que tu penses que ces conciergeries qui ont démarré sans, est-ce que tu penses que c'est plutôt borderline ou c'est juste qu'ils se sont adaptés finalement à une réalité, à une demande, tout simplement quoi? Je pense qu'il n'y a pas de volonté de mal faire dans tout ça, parce que les diverses conciergeries que j'ai rencontrées encore récemment n'ont pas connaissance de cette carte G, tout court. Donc, ce n'est pas une envie de contourner la carte G, c'est un manque un peu d'information. En fait, il faut comprendre qu'Airbnb, c'est un peu émergé pas de nulle part, des États-Unis évidemment, mais c'est un peu émergé de nulle part et c'est devenu à la mode d'un coup. Et il a fallu suivre, on s'est dit, ça sort de nulle part, il y en a tout plein, il faut qu'on fasse quelque chose avec ce qui arrive. Et c'était un peu le petit pain qui arrivait et tout le monde voulait le manger, et c'est tout à fait normal. Donc on a créé, en tout cas, c'est créé la conciergerie au sens service du terme. Et je pense que Airbnb y a participé parce que tu as cette notion de co-host sur Airbnb qui peut te permettre de te faire aider par un peu n'importe qui, entre guillemets. Comme tu as cette notion de n'importe qui peut t'aider, et ben chacun s'est dit, je pourrais le faire. Je pourrais aider mon voisin, je pourrais donner les clés à sa place, je pourrais faire le ménage, je pourrais faire… Ok, à la limite, pourquoi pas. Et ça a commencé un petit peu comme ça, en rendant des services ou en faisant des activités qui sont existantes, le ménage, la remise de clés, etc. La conciergerie, au sens propre du terme. Sauf que les propriétaires, une fois qu'ils se sont dit, j'ai lâché la moitié de mon affaire à à la dame qui me fait le ménage, je vais aussi lui dire que tiens, elle a qu'à surveiller mes plannings en même temps. Et je pense que l'évolution de l'activité, c'est ça. C'est que faire toute la partie terrain, ça suffisait pas. Il fallait un back-office aussi. Donc, ça s'est transformé, ça a muté un petit peu. Notre activité, elle a un petit peu muté. Et c'était par contre des activités qui étaient de base pas enregistrées en tant qu'immobilier, pour le coup, puisqu'elles ne l'étaient pas. Et je pense que ça a vraiment évolué dans ce sens. Airbnb a pris de l'ampleur. L'activité qui s'est formée autour aussi. Et on se retrouve maintenant avec deux modèles qui font le même métier, si j'ai envie de dire, mais qui n'ont pas été créés dans le même contexte, quoi. Donc voilà. Donc ça met un écart quand même entre les deux. Ouais, tout à fait. Mais ouais, je trouve que tu as très bien résumé justement, je trouve, d'où ça vient. Et d'autant que la plupart des plateformes qui étaient peut-être déjà là avant Airbnb, je pense à Abritel par exemple, ont aussi, alors je crois que le mode de co-hôte est moins simple sur Abritel, mais enfin sur VRBO. Mais tu vois, du coup, ils s'y sont tous mis aussi. Booking, du coup, s'y est mis aussi. Donc ouais, c'est un modèle, comme tu dis, qui est né d'un service à rendre à son voisin, qui a grandi, qui s'est professionnalisé, entre guillemets, en tout cas, comme tu dis, qui a muté, qui s'est transformé en quelque chose de plus complet. Et du coup, tu vois, c'est vrai que la question, c'est est-ce que les gens qui font ça, ou qui ont cette origine-là, est-ce que tu penses qu'on devrait leur imposer une professionnalisation quelconque, ou est-ce que, au contraire, c'est très bien comme ça fonctionne aujourd'hui? Parce que tu vois, entre je pense que c'est jamais un tort de professionnaliser les choses, de cadrer un petit peu. Je pense que c'est vraiment nécessaire dans
tout type d'activité, parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi, on le sait très bien. Maintenant, je suis pas non plus 100% convaincue que la professionnalisation actuelle au sens carte G du terme soit non plus la mieux adaptée. On l'a dit avant, on est sur un métier hybride qui n'est ni immobilier ni hôtellerie, on est vraiment entre les deux. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette idée de la carte C. C'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus cohérent. Et ce serait peut-être une idée pour rassembler finalement, parce que on est un peu, c'est pas une guerre entre les conciergeries et les agences IMO, mais disons que il y a une injustice d'un côté ou de l'autre. Voilà, il y a quelque chose de pas tout à fait à plat. Et je pense que pour fusionner les deux, il faudrait vraiment trouver, pour garder le meilleur de chacun, parce que finalement il y a du bon à chaque fois dans tout type d'activité. Il faut garder le meilleur de chacun et en faire vraiment une profession soudée aussi, parce que ça c'est important. Comme dit, on est la bête noire, donc plus on sera tous ensemble et plus on aura de poids en disant voilà, ok, vous n'aimez pas ce qu'on fait, par contre on le fait bien, on le fait dans les règles, on suit un process, etc. Il y a quelque chose de normé, c'est aussi comme ça qu'on s'en sortira. Mais je reste convaincue que la partie IMO doit pas être la référence à 100%. Ouais, parce que justement, tu vois, l'agent immobilier, alors je vais penser très à l'ancienne, hein, et je vais être volontairement clivant, mais un agent immobilier, il va souvent, tu vois, raisonner en bail, conformité, responsabilité civile, même dans l'activité de la location saisonnière. Ouais. Là où la conciergerie sans la carte G, celle qui a muté, comme tu disais tout à l'heure, elle pense plutôt en, tu vois, check-in, ménage, renta, gérer les voyageurs, tu vois. Et est-ce que vraiment on parle du même métier là quand on se dit ça, tu vois? Absolument pas. Absolument pas. Déjà, nous, on ne parle pas de locataires. On n'en a pas. On n'a que des voyageurs. On n'a que des touristes et des voyageurs. On n'a pas de locataires. On a une notion de l'état de lieu qui est vraiment très succincte pour le coup. On n'a pas du tout le même métier. Il y a quelques années, c'est assez récent, les agences IMO standards, donc plutôt transactions, ont essayé de faire un petit peu de la conciergerie. Je ne sais pas si tu as vu cette mode passer. C'était un fiasco complet. Ils ont aucune. C'est un métier. On l'a dit avant, c'est un métier qui n'a rien à voir avec l'immobilier et qu'on peut pas inventer. Donc la plupart des agences historiques et au sens strict du terme ont pas réussi à saisir ce coche du Airbnb pour le coup. Parce que du coup, l'IMO, c'est ce qu'on disait avant, c'est hyper carré, hyper droit. Ça va nécessiter un bail, ça va nécessiter un état des lieux, là où nous, pas du tout. Pas du tout. Nous, on a une réservation, on a une remise de clés, plus ou moins automatisée à la limite, mais ça n'a rien à voir avec leur remise de clés, clairement. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, comment tu vois ça, toi? Du coup, c'est un petit peu ces deux mondes aujourd'hui qui coexistent, cohabitent. D'ailleurs, je ne sais pas quel serait le bon terme. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est plutôt une richesse aussi bien pour la demande, c'est-à-dire pour les propriétaires, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt un risque pour les professions, pour les propriétaires aussi, parce que quelque part, d'avoir des métiers comme ça qui se créent un peu de manière nouvelle, pas forcément cadrés, pas forcément professionnalisés. Voilà. Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un risque? Je le vois au même parallèle que quand les Airbnb sont sortis un petit peu de nulle part. Tu avais les gîtes, les meublés de tourisme qui étaient déjà en place, qui avaient fait les choses dans les règles de l'art, qui étaient classés, qui avaient mis les équipements nécessaires, etc. Et puis, il y a les Airbnb qui sont arrivés, les Airbnb au sens récent, au sens nouveau du terme, qui sont arrivés, qui n'avaient pas forcément les équipements, qui ont un peu fait à l'arrache, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le marché s'est régulé quand même. Voilà. À un moment, les autorités ont dit il faut qu'on ait des numéros d'enregistrement, il faut qu'on ait la taxe de séjour, etc. Il faut qu'on mette un petit peu pas une barrière, mais qu'on arrive quand même à maîtriser un petit peu ça, qu'on arrive à savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Qu'on puisse le maîtriser. Et du coup, à ce moment-là, le marché s'est régulé. Uniquement à ce moment-là. Et ça a été une très bonne chose pour les professionnels ou pour tous ceux qui avaient une activité nickel, parce que du coup, avec des mandats, tu es obligé d'avoir vraiment toutes tes pièces justificatives, etc. Donc, avec tes proprios hyper carrés. Tous ceux qui ne l'étaient pas se sont mis en conformité. On a vu une augmentation du prix du marché, etc. Ça a été vraiment beaucoup plus qualitatif et ça a vraiment fait du bien au marché. Je vois un peu le parallèle sur la conciergerie. En fait, il va y avoir les acteurs qui étaient là avant, qui étaient professionnalisés, hyper normés, qui avaient leurs autorisations, etc. Comme même principe. Et les autres qui avaient fait un petit peu ça, qui font un petit peu ça
par nécessité, parce qu'il y a de la demande par rapport à leurs propriétaires, on va dire, si on arrive à le réguler un petit peu sans en faire trop, voilà, vraiment juste remettre à niveau, mettre un équilibre entre les deux, ça va aussi professionnaliser le métier. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, une confiance beaucoup plus forte de la part des propriétaires, et on va se retrouver avec vraiment un parc de pros qui seront hyper qualitatifs. Et ça pourra faire que du bien. Maintenant, ça passe par de la législation, ça passe par des textes de loi, etc. C'est comme dit, pour l'instant, les lois sont plutôt anti-Airbnb et à essayer d'éviter tout ça. Je pense que c'est une erreur de leur part. Je pense que justement, mieux encadrer ceux qui s'en occupent, ça pourrait faire partie de cette sécurité au niveau des Airbnb, en fait. Pour le coup, ça va pas se faire tout de suite, à mon avis, parce que c'est très long à mettre en place, surtout que là, on touche à de l'immobilier à la base. Donc, c'est quand même des lois qui sont hyper réglées, vraiment, vraiment carrées. Je pense qu'on n'aura pas de changement avant 5 ans. Largement pas. Je dirais 3 ans pour que les lois passent et 2 ans, le temps que tout se mette vraiment dans les rouages, etc. Avant 5 ans, il n'y aura pas grand-chose. Je pense pas. J'espère qu'il y aura quelque chose dans 5 ans. Ça, c'est vraiment un avis personnel parce que je pense que vraiment, ça pourrait mettre le métier d'aplomb et permettre d'avoir une meilleure image aussi. Redorer un petit peu l'image de notre métier. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que derrière ça, il y a ce qu'on a vu. On a vu éclore ce truc-là. Hein, des gens qui montent des conciergeries sans carte G, j'irai plus loin du coup même. C'est sans formation, sans connaissance, ou avec très peu de connaissances. Et voilà, il faut quand même dire que ça répondait à un besoin, je pense. C'est-à-dire que c'est arrivé probablement dans des zones où il y avait, entre guillemets, ni agent immobilier avec une carte G qui serait prêt à s'occuper d'une location saisonnière. Et il n'y avait pas encore de conciergerie, ou très peu, quoi. Et donc, du coup, de monter ce service un peu rapide, en fait, ça répondait aussi à un besoin. Donc, il y a toujours cette espèce d'équilibre, ou décalage peut-être, entre à un moment donné un besoin qui émerge et auquel on répond de manière rapide, et donc forcément sans cadrage, sans régulation. Oui. Et après, le deuxième temps, c'est le temps de la régulation, quoi. Donc, c'est ce temps de régulation, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il faut pas que ce soit de la régulation tout azimut, parce que là, pour le coup, on empêcherait justement aux conciergeries ou aux agents immobiliers de répondre à des besoins de propriétaires. Et là, par contre, ça serait problématique, quoi. Donc, moi, je vois plein de zones des villes moyennes où les gens sont contents d'avoir des touristes, quoi. Les mairies sont contentes. Bien sûr. Et de manière générale, en France, les gens sont très contents d'avoir des touristes. C'est tout un écosystème. C'est quelques municipalités qui sont dérangées par ça, mais c'est plus de la politique qu'autre chose, je pense. C'est pas si dérangeant que ça. Mais ça fait polémique. Voilà. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que le législateur, il est dans la politique. Donc, et moi, c'est toujours ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je suis toujours assez opposé à la partie législative, parce que justement, on leur présente un problème, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, et la solution ça va être une loi ou une régulation, tout ce qu'on veut, et chacun va y aller de son grain de sel et de son besoin politique, et du coup ça devient n'importe quoi. C'est sûr. Je suis assez fan de laisser le marché se mettre en place. Ouais. Je suis assez fan parce que de toute façon, de manière naturelle, s'il y a trop de conciergeries dans une zone, moi je suis basé en Ile-de-France, donc en termes de conciergerie où il y en a beaucoup, il y en a plein en Ile-de-France, et encore qu'il y a des zones où il n'y en a pas beaucoup. Mais dans ma zone, en tout cas, où je travaille, il y a beaucoup de conciergeries. Celui qui monte une conciergerie à l'arrache, ça ne va pas marcher. Non. Ça ne va pas marcher. Il faut absolument être pro, formé, savoir ce qu'on fait, optimiser son activité, savoir satisfaire ses propriétaires et les voyageurs. Enfin, c'est un métier, quoi. Oui, il y a de nouvelles écoles qui ont émergé là aussi pour former un petit peu les concierges. Je pense que c'est vraiment de bonnes choses. C'était quelque chose qui nous manquait dans notre activité. Je pense que ça va commencer à vraiment professionnaliser tout le monde. Et puis, je trouve qu'on est quand même dans un milieu où il y a pas mal d'échanges. Quand tu fais des salons, quand tu fais des rencontres, tu mets en commun, il n'y a pas vraiment de concurrence. Je le vois avec les confrères dans la région, il n'y en a pas. Alors,
Sur Strasbourg, il y en a beaucoup plus parce que voilà, en échelle, c'est normal. Mais dans le reste de la région, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est bien de savoir comment on fait, pourquoi tu fais comme ça, quel secteur tu veux pas du tout, pourquoi ça t'intéresse pas, etc. Vraiment, c'est très intéressant de créer cet écosystème et de pouvoir tous collaborer ensemble finalement. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, c'est vrai que je trouve que le monde de la conciergerie est beaucoup plus ouvert, forcément, et plus jeune, oui. Donc plus actuel. Et je trouve qu'il est beaucoup plus ouvert justement à ce type d'échange. Alors même si des salons en immobilier, il y en a plein, et je pense que ça montre aussi justement le partage et les échanges qu'il y a. Par contre, et effectivement, l'interview qu'on a ensemble aujourd'hui, elle est aussi là pour dire que voilà, en tant que agent immobilier et conciergerie sans carte G, en fait, ça peut cohabiter. On a des choses à se partager. Bien sûr qu'on sera concurrent, mais la concurrence, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est pas un gros mot. C'est ça non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ouais. Donc, voilà, ça permet de monter en gamme, ça permet de professionnaliser. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, laisser le naturel se faire pour professionnaliser, ben voilà, ça, c'est l'un des trucs, quoi. S'il y a de la concurrence entre agents immobiliers et conciergerie, ça va obliger tout le monde à monter en gamme, à être plus performant, à être plus qualitatif, plus pro. Donc, c'est vrai que moi, c'est un peu ma vision, des choses. En tout cas, merci d'avoir partagé ça. Peut-être, si on revient peut-être un tout petit peu plus après avoir parlé de cette partie un peu juridique, alors, je voudrais avoir une toute dernière question avant de passer plutôt à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui se passe, notre qualité de service sur le terrain, comment on gère avec nos propriétaires et comment on s'implique là-dedans. Une dernière question, tu vois, depuis le début, on dit une conciergerie avec carte G et un agent immobilier. Tu vois, pourtant, on parle finalement de la même personne. En fait, c'est un peu ce que je te disais au début. Quand je me présente en tant qu'agence spécialisée dans la location courte durée, on me demande ce que je fais. Si je dis conciergerie, il y a même des gens qui me disent « Ah, t'es concierge en fait. » Ouais, d'accord. Je suis concierge. C'est pas grave. Le terme a pris le dessus sur l'activité et c'est pas grave. L'essentiel étant qu'on sache ce qu'on fait comme activité au final. Mais effectivement, l'intitulé conciergerie, quand tu as la carte G, et c'est aussi à ça que j'arrive à identifier un peu les conciergeries. Si tu as la carte G, t'as aucun intérêt à dire que t'es concierge, t'es une agence IMO, t'es super, t'as ta carte G, t'es fier de ton truc et tout. Tu vas pas dire que t'es juste une conciergerie, alors que t'as fait tout plein d'efforts pour avoir cette carte G, quoi, et que t'es fier d'être agent immobilier pour le coup. Donc c'est aussi un peu à ça que je vois qui a une carte G ou pas. C'est intitulé là, mais effectivement notre activité est franchement la même pour le coup. Donc, c'est pour ça que moi, je mets maintenant conciergerie, parce que sinon, les gens ne comprendraient. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que je discutais de ça avec un autre agent immobilier il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question je sais pas, un petit peu c'est pas de statut, ou de statut, où les gens se disent, tiens, si c'est un agent immobilier, quelque part, il y a quelque chose de beaucoup plus, il y a un statut plus élevé, si je peux dire ça comme ça, alors que là où il y a une conciergerie, c'est une prestation de service, quoi. Donc, c'est à la fois un tort et un avantage. Parce que l'agent immobilier n'a pas non plus toujours la belle image. L'agent immobilier, il est là, il prend un gros cachet et il va vendre ta maison. Ça, c'est un peu l'imaginaire, c'est un peu la pensée collective de l'agent immobilier, et je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'on veut. Là, nous, notre clientèle au sens propriétaire du terme, elle a besoin de quelqu'un d'accessible, elle a besoin de quelqu'un dans l'échange, pas de snob, vraiment quelqu'un qui va prendre en compte ses demandes et comprendre que c'est son bébé en fait. Elle veut pas le vendre, elle veut pas s'en détacher, elle veut vraiment le conserver, le bichonner, etc. Et c'est pas du tout l'image qu'on a d'un agent immobilier. Donc finalement, avoir ce terme de conciergerie, c'est pas mal parce que ça nous détache un peu de ce statut rigide aussi finalement, rigide, vraiment trop strict, etc. Il y a des propriétaires qui ça va plaire. Voilà, les investisseurs, etc., qui ont l'habitude de travailler avec les agents immobiliers, ça va être un peu différent. Mais finalement, c'est pas eux nos clientèles principales. C'est le cinquantenaire qui a une maison de vacances dans un village et qui va vouloir qu'on s'en occupe le temps où il vient pas.
voilà, et qui voudra le récupérer pour sa retraite, etc. Plutôt dans ce sens-là. Donc c'est quelqu'un qui cherche de l'humain, et l'humain c'est au cœur de notre métier finalement. C'est aussi d'autant plus important d'avoir de l'humain avec le propriétaire qu'on va être notre propre vitrine pour l'humain avec le voyageur. Et c'est aussi ce qui peut rassurer ou non le propriétaire. On se dit pas que l'agent immobilier va être tendre avec un voyageur qui prépare ses vacances. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question d'image un petit peu, de statut d'image. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu, tu vois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait les conciergeries, c'est un peu, c'est des amateurs qui sont déguisés en pros. Tu vois, là où un agent immobilier, par contre, il est peut-être un petit peu plus déconnecté du terrain. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette remarque? Tout à fait d'accord avec cette approche. Alors, c'est un peu dénigrant pour les conciergeries, je ne suis pas tout à fait d'accord pour amateurs, parce qu'il y en a, alors c'est pas tout le monde, il y a de tout comme dans tous les métiers, mais il y a quand même avant tout une envie de service. Vraiment. Donc non, il y a pas d'amateurisme dans le service. Normalement, si on veut rendre service, on essaie de le faire bien de toute façon. Effectivement, il y a cet écart entre les deux, et c'est vraiment à ça que ça se joue, cet intitulé. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il y a une question. Après, il faut savoir le présenter, savoir le vivre. Tu vois, moi, j'ai plutôt l'impression que toi, tu le vis super bien et que tu arrives tu vois, que tu vis cette espèce de dualité de personnages là. J'ai l'impression que tu le vis bien. Je pense que c'est aussi par rapport au fait, tu vois, de comment j'ai structuré la boîte. Ça peut tout changer. Si tu es submergé et que tu es au four et au moulin, clairement, je pense que tu te décourages. C'est ce que je disais avant, tu te décourages sur ton activité. Le fait que j'ai structuré, que j'ai vraiment confiance en mes acteurs locaux, que c'est vraiment devenu des partenaires, voire c'est une grande famille, en fait. C'est assez étrange, mais autant au niveau des salariés qu'au niveau des partenaires. C'est pas des gens c'est pas Cotoon, ces gens-là. C'est soit une conciergerie sans carte G, soit une société de ménage, soit une personne en indépendant. C'est un peu n'importe qui, j'ai envie de dire, là, n'importe quelle personne qui serait motivée à le faire. Et du coup, le fait de travailler ensemble, de faire une coalition, de se former ensemble aussi, puisque chacun va être formateur pour l'autre de sa manière de faire, etc. On devient vraiment un peu tous la même boîte, alors que pas du tout. Voilà, chacun a sa boîte. Mais on a réussi à créer ce partenariat qui vraiment va nous permettre une solidarité et on se met un petit peu en avant, c'est vous êtes seul, vous êtes indépendant, mais jamais seul. Et ça, c'est aussi très fort. C'est des métiers où on se retrouve, comme je disais avant, un peu submergé, un peu au four et au moulin, justement. Et si on a une bouée de secours, c'est aussi pour ça qu'on est tous un peu dans l'entraide, mais si on a une bouée de secours ou quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer un petit peu sur un cas particulier, etc., on va se sentir beaucoup moins seul et ça va être beaucoup plus fluide de régler les litiges, parce que finalement, notre métier, c'est principalement à base de gestion de litiges aussi. On va pas mettre que le beau côté, accueillir des voyageurs, c'est super quand il n'y a pas de problème. C'est sûr. Des problèmes, il y en a à toute heure, il y en a pour tout type de raisons. Donc non, le métier est quand même assez lourd au sens humain, et si on est vraiment trop investi, du coup, ça peut nous bouffer quand même. Les commentaires, les notes, les remarques des clients, c'est hyper prenant. Si tu es dans une structure où tu es quand même à ton compte et que tu peux piloter un petit peu ta boîte comme tu veux, mais que tu sens que derrière toi, tu as un soutien, une entraide, un soutien, etc. Et ça fonctionne, comme dit, ça fonctionne avec un réseau de collaborateurs qui font la même chose que toi. Alors, tu n'es plus seul et là, tu peux t'en sortir. Mais il y a quand même pas mal de conciergeries qui arrêtent assez rapidement parce que justement, ils se font bouffer un petit peu par ça, et ils n'ont peut-être pas de solution de repli sur leur fonctionnement. Oui. Donc, effectivement, la communauté des conciergeries, du coup, c'est hyper important. La communauté de la location saisonnière, c'est hyper important. En faire partie, c'est du coup hyper important. Comme tu disais, tu en parlais tout à l'heure, de se regrouper dans des salons, ou même tout simplement, il peut y avoir des événements organisés par des conciergeries, entre conciergeries, ou faire partie de groupes WhatsApp, de groupes Facebook, j'en sais rien. Enfin, chacun a la solution qui est la plus adaptée à ce qu'il préfère. Son mode de vie, ouais. C'est ça. Mais oui, d'être regroupé, c'est hyper important pour se sentir moins seul. Réussir à surmonter les obstacles
de la vie d'un entrepreneur, hein, tout simplement. Bien sûr. Et on voit, pour le coup, les agents immobiliers le font très bien, pour le coup. Donc, c'est un exemple à prendre pour les conciergeries. Et je pense que ça aussi, c'est une partie de la professionnalisation de nos activités, qui est de savoir se regrouper pour se donner du poids, pas forcément politique, hein, mais se donner du poids en représentativité, pour pouvoir discuter aussi avec d'autres agents immobiliers, d'autres institutions, hein, potentiellement. Bien sûr. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la professionnalisation. On va peut-être revenir sur un petit peu l'essentiel de l'activité d'une conciergerie avant d'aller vers ce qu'on voit à l'avenir. Donc toi, aujourd'hui, tu gères 170 biens. Alors, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des conciergeries qui, du coup, on l'a expliqué pourquoi, qui se sont lancées dans des zones où il n'y avait pas de conciergerie, pas d'agent immobilier, ou en tout cas pas suffisamment. Et du coup, ces conciergeries, elles s'installent. Et puis, elles ont potentiellement une possibilité de croître extrêmement vite, en fait. De récupérer énormément de biens à gérer parce que la demande est là, quoi, tout simplement. Le souci de cette croissance rapide, c'est bien maîtriser le service qu'on va proposer pour qu'il soit toujours de qualité. Alors, toi, comment, de l'expérience que tu as vécue, comment tu trouverais justement l'équilibre entre la qualité de service et en même temps la rentabilité dont on a besoin et de réussir à faire tout ça dans un temps assez court finalement? Quel équilibre tu trouverais? Je pense qu'il faut une croissance lente, maîtrisée, et qui va permettre de te faire passer des paliers. Tu vas partir en palier. Tu commences, tu peux être tout seul, comme on disait avant, tu peux être tout seul, tu peux gérer très bien. Tu apprends aussi tous les métiers. Il faut aussi savoir que on l'a dit avant, c'est divers et varié en activité par rapport, en tâches par rapport au métier. Il faut que tu saches tout faire. Si tu sais pas tout faire, moi je pars du principe, si tu sais pas faire de la tarification, tu peux pas demander à quelqu'un de te le faire. Voilà. C'est à la base, il faut qu'un entrepreneur sache faire la totalité de la palette de son métier. Quand j'ai des gens qui arrivent, des salariés par exemple, quand j'ai des salariés qui embauchent, ils font tous un ménage. Parce que le ménage, c'est le cœur de l'activité. Si tu ne sais pas faire un ménage, tu ne peux pas demander à quelqu'un que ce soit nickel. Tu comprends avant ce que c'est que l'activité et pourquoi c'est difficile et que le premier, ça va dans la journée, que le 8e, c'est chaud. Ça, c'est hyper important et ça permet aussi d'apporter de la tolérance sur les métiers de chacun ou sur les activités de chacun. Une fois que tu as maîtrisé vraiment toutes les facettes de ton activité, alors là, tu as un besoin quand même soit de collaborer. Alors, l'agrandissement peut être en interne ou en externe. Maintenant que j'ai fait les deux, je pense qu'il n'y a pas de meilleure version. Ça va vraiment dépendre de ton secteur, de ton activité, du type de bien, etc. C'est vraiment une question propre à chacun. Mais du coup, tu vas agrandir ton activité en trouvant des personnes qui vont des professionnels ou des experts de chaque mission. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre un nouveau palier où tu vas te dire, bon ben voilà, maintenant j'avais 30 logements ou 50, suivant l'activité. C'est trop pour être toute seule. Je vais en ajouter une personne qui va répondre plutôt aux messages ou plutôt quelqu'un qui va aller sur place, quelqu'un qui va faire les tarifs ou les plannings, etc., ou les annonces. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas dire, bon ben voilà, maintenant on est trois, admettons on est trois, un terrain, un message et puis un plutôt connectivité, on va dire. Et à partir de là, tu te dis, bon, je tiens combien de temps avec ça? Je tiens combien de temps? Je tiens jusqu'à 100, 150, ok. J'ai décidé que je tenais jusqu'à 150. On avait estimé que c'était 150, ok. Pas de souci. Je sais que je peux monter jusqu'à 150. Que je monte vite ou doucement, peu importe. Je sais que ma limite, elle est là et qu'à partir de ce palier-là, je vais devoir avoir une autre personne ou encore une autre, etc. Donc, si ma ressource, elle est prête, si je suis prête, si mon prestataire de ménage, par exemple, il est en capacité de m'absorber les 100 que je viens d'ajouter ou qu'il faut que j'en ai plusieurs et donc dans ce cas-là, je suis prête. En fait, je suis prête, j'ai organisé mon truc. Tu peux avoir les 100 d'un coup. C'est pas grave, tu peux aller hyper vite à ce moment-là parce que tu es prêt et parce que tu es arrivé à ton palier. Arrivé au palier suivant, tu es à 150, tu dis bon ben voilà, maintenant je suis à 150, je tiens plus parce que mes équipes sinon elles vont être sous l'eau. J'embauche une autre personne ou j'ajoute un nouveau prestataire, etc. Divers et variés. Il y a vraiment des prestataires de tout maintenant en plus. Tu te trouves, tu agrandis ton équipe par quelque moyen que ce soit et à partir de là, tu te dis bon ben voilà, prochain palier. Ouais. Tout simplement. Oui, la croissance maîtrisée, c'est vrai que c'est un truc moi aussi que je recommande. Faire attention à grandir trop vite parce que c'est assez difficile en fait, parce qu'au moment où tu es en train d'apprendre ton métier, si tu es déjà en train de rentrer une cinquantaine de biens, en fait, tu n'auras pas le temps d'apprendre ton métier, tu n'auras pas le temps de faire de la qualité.
après, ça va être dur. Je dis pas que c'est impossible, mais ça peut être très difficile. C'est un peu le principe de l'humain, en fait. Tu n'es jamais dans ce que tu es en train de faire maintenant, tu es toujours en train d'être dans ce que tu vas faire après. Et c'est une grosse erreur. Il faut que tu sois vraiment à fond dans ce que tu es en train de faire pour que ce soit qualitatif. Si tu es déjà ailleurs, tu n'as déjà fait que la moitié du boulot que tu étais en train de faire. Donc, ça ne marche pas. Si tu ne maîtrises pas, tu vas perdre en qualité, c'est sûr, parce que tu vas t'éparpiller, parce que tu vas vouloir aller trop vite. Aller trop vite ou mal faire les choses, mal cadrer les choses, ça va juste être en défaveur de ta clientèle que tu avais avant et c'est eux qui vont morfler. Ça se trouve, elle était hyper qualitative, cette clientèle, c'est ta clientèle historique. Pour le coup, c'était vraiment ton début de parc immobilier et c'est vraiment eux qui ont cru en toi au début. Les autres, ça va venir, ils vont venir avec la notoriété, il n'y a aucun souci, ça va venir assez vite, j'ai envie de dire. En tout cas, ça va se faire un peu plus facilement que les tout premiers quand tu leur dis non, j'ai 0 appartement, mais j'aimerais bien les tiens. C'est quand même un peu plus chaud, quoi. Les autres, ça va venir après avec la notoriété. Mais si tu as délaissé ceux d'avant, s'ils sentent, eux, que tu as fait une différence entre comment tu les as traités sur tout ton début de collaboration, tes 2-3 années du début où tu les bichonnais parce que tu avais besoin de ton client, il te faisait vivre au sens propre du terme, pas gagner de l'argent, vivre vraiment. Si 3 ans plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, maintenant, tu n'es plus qu'un fantôme et tout ce que tu as dit au début, tout ce que tu as vendu au début comme service, qualité, haut de gamme, etc., c'est-à-dire au sens relationnel du terme, si tout ça, ça fout le camp au bout de 3 ans, tu vas les perdre eux. Tu auras augmenté ton parc, tu n'auras peut-être pas du qualitatif parce que finalement, ce n'était pas des gens qui cherchaient une relation hyper poussée. Donc, ce n'est pas forcément les gens que tu voulais non plus à la base. Et tu vas perdre en qualité et tu vas te perdre finalement, tout simplement. C'est pas je pense qu'on est concierge à la base parce qu'on est service et parce que on a à cœur d'accueillir des voyageurs, de faire plaisir à des propriétaires ou au sens pas plaisir au sens financier du terme, vraiment au sens on protège leurs biens, on le met en location, on vérifie que tout va bien, etc. C'est vraiment au sens sécuritaire pour eux du terme. Voilà. S'ils devaient juste donner des clés dans une boîte à clés, ils ne seraient pas là, ils ne s'en occuperaient pas et c'est pas grave, ça tournerait comme ça et ça se fait. Il y en a qui le font, ça marche, c'est pas grave. Sauf que là, ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin qu'on leur dise non, c'est bon, vous inquiétez pas, la maison elle est fermée, tout va bien. Voilà. Ouais. Ah ouais, donc tu peux te perdre rapidement et tu peux surtout perdre ta clientèle qui était vraiment qualitative au début. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors du coup, ça veut dire qu'il y a quelque part une sélection des biens et des propriétaires avec qui on va travailler. Parce que il faut quand même bien s'entendre avec le propriétaire aussi. Ça, c'est hyper important. Oui. Ça fait Pour partie. moi, c'est primordial. Le feeling avec le propriétaire, c'est primordial. Le feeling avec le logement aussi, parce que si tu vends un taudis, ça ne marche pas. Il faut que tu crois en ton produit, ça c'est sûr. Mais le propriétaire, si tu sens déjà pendant les premiers échanges que ça va être une galère ou qu'il va te ralentir plus que te faire avancer, c'est pas la peine non plus. On n'est pas, il faut pas se ruer. Alors quand on démarre en conciergerie, on a tendance à se dire bon, c'est un propriétaire quand même, je vais le prendre. Oui, mais dans 3 ans, tu vas le quitter parce que tu n'en pourras plus. Et tu n'as pas vraiment gagné parce que tu vas abandonner un propriétaire et ça fait jamais plaisir ni à toi ni à ton propriétaire. Mais tu n'en pourras plus parce qu'il sera trop prenant pour toi. Et c'est pas comme ça que tu veux faire rouler ta boîte, c'est normal. Il faut être sélectif. Sans être trop exigeant non plus sur le début parce qu'il faut se laisser quand même le temps de faire l'expérience et puis aussi apprendre à les gérer, ces propriétaires un petit peu capricieux entre guillemets. C'est aussi une solution de facilité de ne pas les prendre. Si on les prend et qu'on apprend à les driver, il y a un petit challenge aussi. Mais je pense qu'il y a des niveaux à ce moment-là. Il y a du passable et il y a du juste pas gérable. Ouais, voilà. Il ne faut pas se perdre là-dedans. Mais c'est avant tout, pour moi, c'est le feeling avec le propriétaire, première des choses. Est-ce qu'il te comprend? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que vous parlez le même langage? Ça, c'est très important. Feeling avec le logement. Est-ce que c'est un logement que j'ai envie de mettre en avant? Est-ce que les photos me plairaient? Est-ce que j'aurais envie de le réserver? Si c'est non, ça n'a pas de raison. Tu n'as pas de raison de le prendre. Et ensuite, comment ça réagit? Comment le logement réagit finalement? Ça, tu ne le sais pas tout de suite. Et dans ta sélection, ça vient plus tard. Mais si tu dois faire un choix entre plusieurs logements, tu vas aussi regarder lequel te rapporte, lequel te coûte plus parce que finalement, il est mal équipé ou vieillissant et que tu dois y retourner vraiment souvent. Et tu perds plus d'argent en y retournant que tu n'en gagnes en commission. Et là, ça devient embêtant parce que le logement, il t'a plu, le propriétaire, il te plaît, mais il y a toujours quelque chose, il y a une panne à chaque fois, il y a tout l'électro qui tombe l'un après l'autre, etc. C'est hyper
désolant pour le gestionnaire parce que tout te plaît et tout est au vert, sauf que ben, l'appart il tombe en lambeaux quoi, et tu peux pas le maîtriser. Voilà. Et là, tu peux rien. Soit le propriétaire il fait table rase, il remet tout à plat et il recommence et tu peux partir de quelque chose. Soit c'est pas le cas et alors tu dois t'en séparer parce que il te coûte plus qu'il ne te rapporte. Ouais. Ouais. Surtout en humain, c'est-à-dire ça va te bouffer. Voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est là où je reviens toujours sur cette histoire d'agent immobilier et de prestataire de services. Je trouve que tu vois, tu as une approche qui est très orientée client et je trouve ça top. Pour moi, c'est comme ça aussi que je fonctionne et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Pour moi, c'est nécessaire. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas faire ce métier. Ouais, Je n'en parlerais pas comme ça, j'aurais pas la même vision du métier. C'est pour ça que je te dis que je suis pas du tout d'accord avec la carte d'agent immobilier au sens propre du terme. Je pense pas que c'est mon métier. Je me considère pas actuellement agent immobilier. Ouais, mais c'est marrant hein, quand même. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le wording, c'est hyper important en réalité. Tu vois, on se dit conciergerie carte G parce qu'on n'est pas des agents immobiliers, c'est quand même dingue. Et parce que Je me verrais même pas dire à ma famille ou à mes amis non, je suis agent immobilier. Je le vivrais pas de la même manière, quoi. Vraiment pas du tout. Là, alors, tu gères des Airbnb, c'est pas forcément hyper bien vu non plus, mais tu as un métier de tourisme, il y a le tourisme, l'hôtel, l'accueil de voyageurs, etc. On sent que, en fait, toi, tu es là pour que les gens viennent en vacances. Ça, c'est super cool, pour le coup. Tu es là pour que les gens ils passent un bon moment. C'est pas du tout un agent immobilier. C'est pas l'image que tu as d'un agent immobilier. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut réussir à se détacher du statut qui colle un peu à l'agent immobilier, de cette image un peu formelle, froide peut-être d'ailleurs. Ouais. Parce que nous, dans le tourisme, pour le coup, on nous demande de la chaleur, justement, on nous demande d'être chaleureux. Clairement. Donc, il y a un détachement. Et je pense que, tu disais tout à l'heure, je voulais revenir, que les conciergeries ont muté avec le temps. Et je pense vraiment que les agents immobiliers doivent muter eux aussi, justement, pour ceux qui font de la gestion locative. C'est vraiment, il faut vraiment, chacun est à un niveau, il faut vraiment se mettre d'aplomb, prendre le meilleur de chacun et fusionner. Il y a vraiment, en plus, il y a du bon dans les deux activités parce que finalement, conciergerie, ça manque un petit peu de cadre quand même. Immobilier, il y en a beaucoup trop. Donc, il faut vraiment faire moitié-moitié et se dire, bon, on va coller ça ensemble et en faire une activité hyper riche, quoi. Ouais. Hyper complète pour le coup. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'aime bien parce que je trouve que tu représentes cette espèce alors moi, je parle de convergence, justement. Un bon mot. Et je trouve que tu représentes bien cet aspect-là parce que tu as bien compris la demande des clients, et nos clients, c'est les voyageurs et les propriétaires. Ouais. Et en même temps, tu as la structure de l'agent immobilier. Ouais. J'ai le cadre et les mauvais côtés aussi. Parce qu'il n'y a pas que du bon, hein, mais ouais, tout ce qui est, tous les inconvénients, je les ai aussi. Et c'est pour ça que je me rends compte que ce n'est pas adapté. Oui, tout à fait. Ok. Et justement, quel point tu verrais qui ne serait pas adapté du tout, qui serait vraiment à dégager, il faudrait vraiment changer complètement côté agent immobilier? Qu'est-ce qui te marque, toi, justement? Quel point tous ces audits. Alors bon, ça c'est lié à l'encaissement plutôt, toute la partie encaissement, mais toute cette norme là, tu sais, tu as donc des mandats, tu dois tout noter, tout est hyper réglementé, tu n'as pas le droit à une erreur sur une ligne, etc. Tu es à la virgule près. Ça c'est un registre que tu dois tenir. Alors c'est bien parce que tu sais où t'en es, etc. Mais des fois, tu sais, tu as un client qui quitte, tu notes pas qu'il a quitté. T'as pas le temps, c'est pas maintenant, tu le mettras dans 6 mois, c'est pas grave, tu es à peu près à jour. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui quitte, c'est pas comme si c'était un nouveau et que tu t'en occupais pas, c'est moins grave. Mais les mandats, c'est hyper droit et tu dois tout vraiment tenir un registre, tout être carré, et tu dois tenir à disposition ta comptabilité mandante parce que tu encaisses pour le compte du propriétaire. Et donc, 1 euro qui rentre et 1 euro qui sort. Donc, tu dois être capable de dire, voilà, cet euro, il est rentré là, il est ressorti par là. Et en fait, c'est hyper, alors c'est bien, c'est hyper précis et tout, c'est carré. Des propriétaires, tu as exactement le même montant qui rentre, qui sort, ça c'est vraiment parfait. Par contre, tu n'as pas d'outil pour le faire. Il n'y a pas d'outil. Ouais. Actuellement, comptabilité mandante, si tu veux un outil vraiment qualitatif pour le faire, soit ça te coûte beaucoup trop cher et tu n'as pas les moyens de le payer, soit tu l'as bricolé.
clairement. Nous, on l'a bricolé, clairement, parce qu'il n'y a pas de fournisseur qui est capable de suivre et qu'on veut vraiment un truc hyper pertinent. Donc, dans mon équipe, j'ai une comptable qui fait que ça. J'ai une personne qui me remplace un logiciel. Ouais. Oui, parce que le logiciel vaut 3 fois plus cher. Donc, ça ne marche pas. Si c'est pour… En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on va te demander des contrôles, on va te demander des écritures particulières, etc., d'être vraiment précis sur ta comptabilité, mais que tu n'as pas d'outils pour le faire. Parce que tes outils, c'est des outils de concierge. Oui. Donc, tu essayes de les adapter, tu essayes de demander de l'aide à ton logiciel, à ton channel manager et tout pour qu'ils se mettent un petit peu d'aplomb. Sauf que, ben voilà, la plupart des channels, ils sont pas en France et c'est pas les mêmes législations. Donc, ils vont te faire une moitié, un bricolage, etc. C'est pas mal. C'est pas 100% complet. Donc, voilà, c'est aussi sur ça qu'on essaye de rencontrer des confrères. Et moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'essaie de rencontrer des confrères avec carte G, pour le coup, pour savoir comment ils font. Comment ils arrivent à être dans les clous, comment ils sont organisés, quel subterfuge ils ont mis en place pour qu'ils puissent être nickel, parce que là, il n'y a pas d'à peu près. On est sur du contrôle fiscal, contrôle de garantie financière, etc. Mais vraiment, là, on va être attaqué de tous les bouts. Tu peux pas être à moitié. Donc, comment toi tu fais? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a été validé par ta caisse de garantie? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui te manquait, etc. Et là, on rentre sur un débat ou une conversation où, ouais, non, mais en fait, on n'en a pas d'outils. Il n'y a rien qui est vraiment fait pour nous. Parce qu'ils ont tous émergé aussi en même temps que cette Airbnbisation soudaine et liée à vraiment au service directement, pas à l'immobilier. Et en contrario, les logiciels immobiliers, à proprement parler, par exemple, qu'utilisaient à l'époque, à l'époque, j'ai envie de dire à l'époque, parce que je pense qu'ils ne l'utilisent plus actuellement, qu'utilisaient plutôt les agences de stations, aussi bien balnéaires que ski. Ces logiciels-là sont absolument pas connectables ni avec Booking ni avec Airbnb. Tu fais quoi sans Booking et Airbnb aujourd'hui? Tu fais rien. Ça te représente forcément la majorité de tes réservations. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas sur ton marché. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir un logiciel qui n'est pas compatible avec ton activité. Quoi qu'il en soit, et c'est pour ça qu'on a une activité entre les deux, parce que les logiciels, mais il y a 10 ans, les logiciels hôteliers ne connectaient pas Airbnb. C'est normal. Tu me dis, il n'y avait pas d'hôtel sur Airbnb, c'est tout à fait récent. Et d'un autre côté, il n'y avait pas de logement touristique sur Airbooking. Ça s'est un peu inversé, quoi. Chacun a mis un peu de l'autre. Mais du coup, les logiciels qui existaient, c'était des logiciels hôteliers à cette époque. Il y a 10 ans, voilà, logiciels hôteliers et tout, qui commençaient à ouvrir un petit peu des portes pour des logements des gîtes. Mais ça a été très long pour avoir quelque chose de qualitatif, de connectable. On faisait que des branchements en carton, quoi. Vraiment, on était sur du ah tiens, on va essayer de brancher ça avec ça. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et c'était vraiment bancal. Ça fonctionnait. Mais derrière, on avait un travail pour tout remettre à plat, etc., qui était titanesque, quoi. Et donc, j'ai l'impression que du coup, sur cette partie conformité avec la législation au sens propre du terme de l'immobilier, on n'est toujours pas dans les clous non plus. Donc, vaudrait mieux encore converger vraiment les deux activités et que tout le monde puisse avoir un outil performant. Voilà, c'est tout. C'est quand même la base d'avoir un outil qui correspond à ton métier. Oui, tout à fait. Du coup, on profite pour lancer un appel s'il y a des développeurs qui nous écoutent. Mais bien sûr, il y a une demande énorme de la part des agences IMO, mais aussi des conciergeries, parce que je pense qu'avoir une compta qui est toute lisse, c'est aussi pas mal. Oui, c'est clair. Surtout que la carte G fait parler et que je crains quand même qu'à un moment, il y ait l'un ou l'autre, alors peut-être pas partout, mais peut-être dans les villes. Mon inquiétude, entre guillemets, c'est que dans les villes où ils ont serré la vis pour les Airbnb, ils serrent aussi un peu la vis sur les conciergeries, puisqu'ils n'ont plus rien à faire sur les Airbnb. Le nombre ne va pas diminuer, les autorisations sont déjà données, donc pour diminuer, ça va peut-être être de taper un peu sur le doigt des conciergeries. Ça, c'est un peu la crainte que j'ai, mais c'est parce que dans mon secteur, mes deux pôles principaux, enfin mes deux secteurs principaux sont hyper verrouillés. Et je me dis que ça tape quand même pas mal sur les doigts de manière générale. Donc, si à un moment, le fait qu'on en parle, etc., ça va venir aux oreilles de quelqu'un à un moment ou un autre. Hein. Le premier qui le fera, ce sera dans les journaux, hein, c'est clair, parce que c'est comme ça que ça marche chez eux aussi. Mais à un moment, il va y avoir certainement des contrôles. C'est possible. Il n'y en a pas eu. Hein. Franchement,
Je ne sais pas si tu en as déjà entendu, moi personnellement, pas. Rien de fou en termes de contrôle. On est une Non, profession qui est quand même laissée tranquille. Pas la partie IMO pour le coup. oui, 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 oui. Ouais. Des conciergeries sans carte G. J'ai déjà entendu parler Oui. de contrôle, mais c'est hyper ponctuel. Et je Ouais. pense qu'en fait, c'est des contrôles plutôt suite à de la délation, tu vois. Et je pense que la délation vient, malheureusement, mais ça ne m'étonnerait pas, des agents IMO. Oui, je pense que c'est ça. Je C'est pense, je pense. quelqu'un qui gênait dans son secteur. Voilà. Bien sûr, soit ça gêne, soit on se dit qu'il y a une injustice parce que toi, tu es obligé de te formaliser et d'avoir tes contrôles, tes machins tout le temps, et qu'à côté, ben, c'est tranquille, quoi. Et je lui dis, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai pris cette carte G? J'aurais tellement mieux fait de ne pas la prendre. Bien sûr, c'est dégueulasse et en même temps, c'est normal. C'est le jeu, en fait, j'ai envie de dire. C'est dans cet écosystème de travailler entre conciergerie et agent IMO, c'est normal. Ouais, Voilà. ouais. C'est pas cool, vaudrait mieux en parler avec la personne directement, mais bon, ça viendra. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça va bouger d'ici 3-5 ans, parce qu'à un moment, peut-être que ces IMO vont en avoir un petit peu marre de toute la réglementation qu'ils ont par rapport aux autres et qui vont commencer à s'en plaindre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Plutôt dans ce sens-là. Ça bougera de leur côté. Les conciergeries n'ont pas intérêt à ce que ça bouge, pas Oui. spécialement. Oui, oui. Donc je pense que si ça doit venir d'un côté, ça viendra de celui-là, malheureusement, ça c'est sûr. Ouais, mais justement, du coup, ça faisait partie d'une question que je voulais te poser, justement. C'est, toi, c'est quoi, justement, ta vision, là, à 5 ans, on va dire, ou 3 ans, de la location courte durée? Alors, tu viens déjà nous expliquer quelques points. C'est quoi un petit peu là, ta vision? Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, on a parlé de l'aspect réglementaire un peu, là. C'est quoi ta vision de manière un petit peu plus globale sur ça? Comment tu vois les choses? Je pense que ça va se généraliser dans les grandes villes, le fait qu'on n'ait plus d'autorisation, etc. Je pense que ça va se verrouiller quand même pas mal, sauf pour les petits villages qui en ont besoin pour vivre, évidemment, et qui sont bien contents de les avoir. Mais je pense que dans tout ce qui est ville, plutôt grosse ville, ça va vraiment se verrouiller et on va vraiment s'orienter sur de la campagne. Pour le coup, ça va nous obliger, nous professionnels, à revoir aussi notre activité parce qu'on est un petit peu tous implantés sur les grosses villes, ce qui est normal, on va là où il y a de l'activité, mais il va falloir qu'on apprenne à s'éparpiller. Et c'est ce que nous, on a commencé à faire, puisque nous, la réglementation, là maintenant, depuis quelques années, donc on l'a fait en avance, on a de la chance, mais sur le principe, il va falloir qu'on se trouve des schémas qui nous permettent de nous exporter nationalement, clairement. Parce que sinon, on va rester bloqué sur notre secteur, il ne va plus bouger. Voilà, donc c'est le cas par exemple à Strasbourg, le secteur il bougera plus parce que tu peux pas avoir de nouvelle autorisation tout simplement. Paris, c'est pas beaucoup mieux, hein, me semble-t-il, non? Ouais, c'est pareil. Voilà, pareil. J'en parle Donc tu vas te retrouver bloqué et soit tu restes alors avec le nombre de logements que tu as et c'est super et tu le fais vivre et ça marche bien, mais on sait très bien qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Le problème, c'est que s'il y en a qui sortent, mais il n'y en a pas qui rentrent, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc là, on est un peu dans une valse où ça rentre, ça sort. C'est pas grave, tu sais, on dit toujours, quand tu dis tu es à 150, tu es à 150, tu es à 160, 140, c'est pareil. Ouais. Ça dépend quel jour du mois on est, quoi. Voilà. Ça bouge et c'est normal, ça fluctue. Là, on a aussi des fins d'autorisation qui arrivent, nous, dans notre secteur. Donc, fin d'autorisation, tu sais qu'il y en a qui partent et tu sais qu'il n'y en aura pas qui rentrent. Ouais. Parce qu'il n'y a plus d'autorisations qui sont données. Et ça, c'est hyper dangereux et ça fait peur. Et c'est pour ça que tu es obligé de te développer d'agrandir ton secteur. Parce que sinon, tu restes à ce chiffre-là, à ce nombre de logements et tu vas que diminuer. Et c'est pas ce qu'on veut. Dans notre activité, c'est pas le but de notre activité. Donc, ça va être vraiment notre capacité d'adaptation pour se déployer dans les secteurs un peu plus en retrait des grandes villes. Voilà. Ouais. Donc, ma vision, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont s'essouffler parce qu'ils n'auront pas cette capacité à bouger beaucoup plus. Et alors, bon, ça va rendre le parc plus qualitatif parce que c'est toujours comme ça, quand il y en a qui s'enlèvent, le marché est beaucoup plus qualitatif, mais ça veut dire qu'il y en a qui vont rencontrer de grandes difficultés, je pense. Ouais, justement, je pense que tu as dit le mot, c'est conciergerie nationale. Enfin, ouais. Et je pense qu'effectivement, en tout cas dans un monde où on est entre guillemets trop régulé, ou en tout cas les grandes villes sont extrêmement régulées, voire interdites,
Je suis d'accord que ça va se développer beaucoup plus dans le monde rural. Et en plus, c'est pas idiot économiquement pour le territoire. Ça permet aussi de répartir le tourisme sur tout le territoire plutôt que d'être concentré sur une seule ville, tu vois, écologiquement et tout ça, c'est quand même le sens de l'histoire aussi. Mais ça permet de faire vivre aussi ces régions. Ouais. Mine de rien, on tape dessus les Airbnb, etc. Mais ça apporte vraiment de l'argent au territoire un petit peu décalé comme ça, et c'est vraiment important pour eux. Ça fait vivre ça fait vivre tout un nouvel écosystème. Alors, il va peut-être y avoir de la saisonnalité, etc. Mais derrière, il y a un nouveau tissu local qui va se créer quand même. Ouais, je pense que ça a beaucoup de sens. Et bon, je sais pas, si on pousse le raisonnement, c'est pas impossible qu'on ait des conciergeries, et ça existe déjà, mais tu vois, des conciergeries qui se disent nationales, où en fait toute la partie gestion sera faite de manière nationale, et tout l'opérationnel, par contre, restera local, parce que ça, à un moment donné, il n'y a pas le choix. C'est un peu ce qu'on fait. Globalement, c'est un peu ce qu'on a mis en place. Hein. Mon centre névralgique, il est à Colmar, parce que c'est là qu'on a commencé l'activité. Il va y rester. Tous mes acteurs locaux, je les rencontre localement. Pour le coup, je vais les chercher vraiment sur place, parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut quand même que tu ailles les chercher sur place. Mais on aura tous notre base à un moment, et il faudra qu'on trouve des solutions. Et je pense que de toute façon, un acteur local, c'est nécessaire. C'est ce que je te disais au début. Si tu n'as pas une personne qui est ancrée dans le tissu local, justement, tu peux pas faire vivre ce nouveau secteur. Ça marche pas. C'est pas toi qui dis, attends, je vais m'implanter dans ce secteur parce qu'il me plaît bien. Non, ça marche pas comme ça. Il te faut la bonne personne, le bon profil qui va dire, ouais, ok, ici ça va, le village d'à côté ça va pas. Là, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Touristiquement, c'est ok. S'il y a rien du tout, non plus, tu vas pas créer une destination demain. Voilà. Donc, il faut aussi que tu aies des experts locaux. Il faut que ça va pas se créer n'importe où, n'importe comment, etc. Faut qu'il y ait la possibilité que ça devienne touristique. Alors, je parle de tourisme maîtrisé. Hein. On n'est pas sur du tourisme en masse. Hein. Bien sûr, on parle du tourisme maîtrisé. De toute façon, nous, dans nos activités, on a des petits logements, la plupart du temps, en tout cas. On n'accueille pas de groupe, donc on n'est pas sur du tourisme de masse. On est vraiment sur du familial et de la découverte de la France. Quoi. Ouais, tout à fait. Et je te dis encore plus quand tu vas dans le rural, justement, on est vraiment dans le sens, pour moi, le sens de l'histoire, de répartir vraiment le tourisme sur tout le territoire et pas concentrer que sur une seule zone. Où là, pour le coup, le surtourisme, en tout cas la grande concentration comme ça, ça détruit l'écosystème et ça. Enfin, ça a plein de. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas bon non plus. Hein. Et j'entends que le surtourisme est néfaste pour les destinations, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, du coup, c'est vrai que quand on parle du surtourisme, je souris toujours un peu parce que du coup, j'ai presque envie de m'adresser aux hôteliers qui ont historiquement cette volonté-là, mais c'est normal. Quand on investit plusieurs millions dans un hôtel, on crée plusieurs chambres à un endroit. C'est une guerre qui n'a pas lieu d'être parce qu'on ne fait pas le même métier. Oui. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui m'a perturbée, entre guillemets, quand je suis partie de l'hôtellerie, parce que je t'ai dit, j'étais dans l'hôtellerie plutôt haut de gamme, donc plutôt couple. Il n'y avait pas forcément d'enfants dans l'hôtellerie dans lesquelles j'étais. Passer un certain nombre d'étoiles, tu ne viens plus avec tes enfants. Le Airbnb ou le gîte, c'est clairement du familial. De toute façon, cette clientèle-là n'irait pas dans l'hôtel. Parce que si tu es 2 adultes, 2 enfants, tu ne vas jamais mettre tes enfants dans une chambre tout seul. C'est impossible. Soit tu as une communicante, c'est super, il y en a 3 par hôtel. Soit tu vas prendre un appart parce que déjà, tu ne vas pas emmener toute ta petite famille. Alors, 2 enfants, c'est encore facile, entre guillemets. Mais si tu en as 5, tu ne vas pas les emmener les 5 au resto. Déjà, ils s'en foutent un peu, tes gosses, d'aller au resto. Ensuite, tu as envie de pouvoir te le faire quand même à la maison, d'avoir acheté ton truc local, etc. Et de pouvoir te le cuisiner ou de pouvoir faire chauffer un biberon le matin, rien que ça. Donc, quand tu es dans un appart, c'est quand même beaucoup plus flexible pour toi. Donc, c'est une clientèle qui, de toute façon, est une clientèle d'appart. Si tu vas à l'hôtel, tu sais très bien que ton bébé se réveille au milieu de la nuit, tu n'as pas de micro-ondes, voilà, tu n'en as pas. Tu le sais, donc ce n'est pas cette clientèle-là. Donc, je ne suis pas convaincue, et moi, je viens de l'hôtellerie, hein, mais je ne suis pas convaincue que c'est une vraie concurrence. Parce que finalement, nos meublés de tourisme, nos Airbnb sont installés dans des villes où il y avait vraiment une demande accrue en tourisme. En lit, en besoin de lit en fait, et que de toute façon ils absorbaient pas ça. Moi je le vois sur Colmar actuellement, donc il y a des taux de vite, voilà, on dépasse tous les chiffres de la région. Il y en a vraiment beaucoup, on a vraiment fait un bond, et actuellement au marché de Noël, on n'est toujours pas capable de faire dormir tout le monde. Ah oui. Ils vont encore jusqu'à 50 km. Donc oui, il y en a trop.
Mais pour certaines périodes, il n'y en a même pas assez. Ouais. Ouais, Donc, en fait, si tu veux, les collectivités ont attiré le public aussi à un moment. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est les faire dormir quelque part pour comme ça, ils restent quand même 3 jours. Parce que le fait qu'ils viennent à la journée, ça nous intéresse moyen. Finalement, tout le monde a envie qu'ils aillent dans des restos, qu'ils aillent acheter du pain, qu'ils machin. Parce que la personne qui se fait à manger dans son appart, elle est quand même allée à la boulangerie, elle est quand même allée au magasin du quartier. Elle n'a pas fait vivre le resto, c'est vrai. Il y en a des autres qui vont le faire, il n'y a pas de souci. Donc, au final, c'est tous ensemble et je pense que l'hôtellerie et le meublé de tourisme ne sont pas en concurrence parce qu'on n'a pas du tout ni la même clientèle, ni la même rotation, etc. Vraiment, c'est complètement différent. De toute façon, en hôtel, il n'y avait pas plus de gens qui restaient à la semaine. Hein. C'était de l'hôtellerie, c'était déjà, il y a 10 ans en tout cas, c'était déjà du court séjour. Contrairement aux gîtes qui étaient plutôt à la semaine et qui sont devenus en court séjour, mais parce que le besoin s'est fait ressentir. Après, tu ne changes pas non plus quelqu'un qui a son habitude de réservation. Tu as des gens qui sont réservation hôtel, voilà, qui veulent partir en vacances en hôtel, et tu as des gens qui aiment partir en vacances en logement. Voilà. Et en fait, la personne qui a l'habitude de faire l'un ou l'autre, elle ne va pas faire autrement. Elle ne va pas changer demain, ah bah tiens, il y a des Airbnb, je vais aller prendre un Airbnb. Non, alors s'il n'y a pas d'hôtel dans la région où ils vont, bon d'accord, là ils arrivent à l'un ou l'autre échanger de plateforme, entre guillemets, parce que là on parle un peu de deux plateformes. Mais sinon, tu as tes habitudes de consommation. C'est comme tes clients qui sont fidèles à Booking ou Airbnb. Ils ne viennent pas chez toi, les gens, ils viennent chez Booking. Voilà, et eux, ils réservent par ça, t'es dessus, bon bah par chance, t'es dessus, ils ont réservé chez toi, c'est cool. Mais eux, ils ont pris Booking parce qu'ils ont confiance en Booking à la base. Et ça, c'est un peu le traquenard des plateformes. Ils ont un monopole et ils ont leur clientèle au final. Donc chacun a sa clientèle, sa typologie de logement et de clients. Et puis toi, bah, tu le mets dessus et puis tu regardes sur laquelle ça marche. Parce que deux logements l'un à côté de l'autre, tu as les deux sur Booking et Airbnb, tu en as un qui va prendre que sur Booking, l'autre que sur Airbnb. C'est les deux mêmes, ils sont au même endroit, ils ont les mêmes services, tout. Et ça ne va pas marcher de la même manière. Ton référencement, il est complètement faussé. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une partie intéressante ce que tu viens de dire sur le pouvoir des plateformes, leur capacité à donner confiance en fait. C'est un truc de malade. C'est vrai qu'Airbnb, Booking ont quand même créé ça, créé de la confiance, créé de la fluidité. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont leaders sur le marché, c'est clair. Bien sûr. Ok. Bah, écoute, on a pas mal avancé. Peut-être par rapport à pour l'avenir, tu nous as donné un petit peu ta version de la location courte durée pour les prochaines années. On parlait de carte C tout à l'heure. Est-ce que tu vois la création de labels comme quelque chose d'avenir pour la location saisonnière? Alors, il y a déjà les meublés de tourisme classés qui existent, mais voilà, est-ce que tu vois des labels, des classements, des choses qui vont devenir incontournables? Je pense, ouais. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Notamment, je pense en sécurité. J'en entends beaucoup parler parce que dans ma région, il y a eu pas mal d'incendies, notamment sur du gîte, déclaré ou non. Ça, c'est encore d'autres choses. Mais que tout le monde puisse vérifier un petit peu les autorisations, le fait que ce soit bien fait, le fait qu'il y ait alors un détecteur de fumée, c'est ridicule, mais en même temps, c'est vraiment obligatoire et ça peut vraiment sauver des vies puisque la plupart des incendies qu'il y a eu, surtout dans notre région, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, comme quoi, c'est quand même important. Mais c'est sûr que quand c'est la maison qui est 2 maisons plus loin d'un gîte que tu gères qui flambe, tu te poses la question. Tu te dis, bon, ça aurait pu être le mien, qu'est-ce qui a fait que c'était pas le mien? Voilà. Donc voilà, départ d'incendie, tout ce qui est sécurité. Moi, c'est un sujet que j'ai pas mal entendu ces derniers temps et qui m'a fait un peu flipper, j'avoue. Donc je pense que ce serait pas déconnant que ce soit ça qui prime sur le standard du logement, tu vois. Le classement, c'est bien, mais ça reste subjectif. Et franchement, en 10 ans, j'ai pas vu beaucoup d'évolution dans les grilles de classement. Quand tu sais qu'à la base, il n'y avait même pas la pièce doit être harmonieuse en termes de déco. Ça, c'était pas du tout un critère de classement. Il y avait des grilles, enfin, les grilles étaient désuètes, quoi. Les grilles, elles étaient il y a 30 ans. Je pense qu'elles n'avaient pas vraiment évolué. Et le classement, ça te permet d'avoir une base et tu sais à peu près ce que tu vas trouver dedans. Donc, c'est pas mal, mais il manque quelques facettes.
la facette sécurité, la facette autorisation. Même si maintenant les organismes de classement sont un peu plus sensibles et demandent un petit peu les autorisations et tout, ils sont quand même un petit peu plus dans la surveillance un petit peu de cette partie-là, donc c'est pas mal. Mais oui, uniformiser un petit peu tout ça, dire voilà, ben, tu veux un gîte, un Airbnb, voilà, peu importe comment tu l'appelles, qu'est-ce qu'il te faut dedans pour qu'on considère que ben voilà, c'est une location touristique et puis il y a tout ce qu'il faut pour le logement. À l'heure actuelle, on se fie au gris booking Airbnb. Plus tu vas cocher de cases, mieux tu es référencé. Donc, tu vas dire, voilà, mon équipement standard, c'est ce qui coche des cases. C'est normal. Si tout pouvait être ensemble et qu'on pouvait avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent sur les équipements, sur les choses dont les voyageurs, en fait, en réalité, ce que les voyageurs ont besoin pour passer un moment agréable dans leur location touristique. Plutôt de ce type d'agrément-là. Tu vois, ça me paraîtrait beaucoup plus pertinent. Ouais, carrément. Tu vois, moi, moi, je suis assez favorable justement à toutes ces histoires de classement ou je sais pas quelle forme ça doit prendre, mais je suis assez favorable à ça. Bien plus que de mettre une loi, tu vois. Oui, voilà, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est une manière, je trouve, beaucoup plus peut-être subtile de forcer à la professionnalisation et ça fera du ménage aussi, quoi. Il y a un moment, il y a peut-être des choses qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui dans les biens en location. Donc, en tout cas, voilà, c'est une manière, je trouve, assez subtile de faire un petit ménage, en tout cas de faire des choses un peu propres. Et ça oblige les propriétaires à être impliqués dans leurs biens, ça oblige la conciergerie à être impliquée dans l'entretien, dans l'exploitation, dans être meilleur au quotidien, quoi. Donc, moi, je suis assez favorable, en fait, à cette histoire de label et classement. C'est quelque chose qui me semble être important à l'avenir. Écoute, on a parlé de pas mal de sujets. Évidemment, nos amis agents immobiliers pourront s'appuyer sur tout ce qu'on vient de partager là, parce que je pense que eux aussi doivent muter dans leur activité. On l'a déjà dit tout à l'heure. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de ce talk show. Donc, c'est la partie du quiz. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le concept, le quiz, donc, ça va être une série de plusieurs questions assez courtes à laquelle tu vas pouvoir répondre de manière aussi assez courte. Les questions vont quand même pas mal s'enchaîner. Évidemment, si jamais tu sens qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et que tu as envie de partager plus longuement, on aura un petit peu de temps, donc on pourra bien évidemment en parler. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'enchaîner un petit peu. Est-ce que tu es prête pour ce quiz? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors évidemment, il y a des choses, on a déjà un petit peu échangé dessus. Faut-il interdire les conciergeries qui se présentent comme des gestionnaires sans carte G? Pas interdire, cadrer. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé de ça tout à l'heure. Les plateformes comme Airbnb ou Booking devraient-elles exiger une carte G pour les services des conciergeries? Ça pourrait être une première idée pour maîtriser un petit peu ça, d'avoir plusieurs niveaux de co-hôte, par exemple, et de dire, voilà, ce co-hôte-là, il est OK, loi au gay. Celui-là, il est nécessaire en carte G. Voilà, ça pourrait être une première partie et ça pourrait permettre aux concierges de se poser les bonnes questions. Ouais. Oui, parce que c'est les acteurs principaux et c'est vraiment eux qui peuvent faire changer les choses, pour le coup. Ok. On parlait tout à l'heure d'école de conciergerie. Est-ce qu'il faut imposer une formation obligatoire pour ouvrir une conciergerie, indépendamment de la carte G? Indépendamment de la carte G, je dirais oui quand même, parce que même si plus tard on part sur autre chose qu'une carte G, peut-être une carte C, etc., je pense qu'il faudra quand même un minimum de formation. Je dis pas qu'il faut des formations de 42 heures tous les 3 ans comme la carte G, ça c'est beaucoup trop, mais d'avoir des notions, je pense de toute façon c'est nécessaire pour tout type d'entrepreneur. Savoir faire des factures, savoir où est la législation, etc. C'est nécessaire d'apprendre une base. On se lance pas non plus dans de la facturation sans en avoir jamais fait, mais un petit noyau de peut-être une journée qui te dit voilà ce qui est important, ce que tu dois savoir. Nul n'est censé ignorer la loi, donc d'avoir au moins les bases presque plutôt par rapport à l'entrepreneuriat qu'à propos de la conciergerie directement. Oui, tout à fait. En fait, il y a une espèce de formation entrepreneur qui est un peu manquante. Enfin, manquante, non, parce qu'il existe plein de trucs, justement, heureusement. Mais c'est de côté, plutôt. Ouais. Et effectivement, est-ce que ça devrait être obligatoire? Est-ce que c'est… Bref, il y a tout c'est surtout que la loi est en perpétuelle évolution.
Donc, il faut quand même savoir, il faut quand même être alerte. Par exemple, les numéros d'enregistrement, etc., quand il y a eu les changements d'usage qui sont mis en place, etc., si tu n'es pas alerte de la législation en vigueur, tu ouvres des gîtes où tu n'as pas d'autorisation et tu t'es pas rendu compte qu'il te manquait un papier. Et là, tu deviens, maintenant, en plus avec la nouvelle loi Le Meur, tu deviens responsable de ce problème-là. Et là, c'est quand même grave. Tu es mis en cause si ton propriétaire n'a pas d'autorisation ou n'a pas bien fait ses déclarations, etc. Donc là, ça devient vraiment pertinent d'être alerte sur les obligations et sur les documents obligatoires au sens ouverture de gîte du terme. Voilà. En dehors de l'entrepreneuriat, pour le coup. Ouais, tout à fait. C'est un sujet qui peut être répondu aussi en faisant partie de certaines fédérations. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a pas mal d'organismes qui te permettent d'être alerte sur tous ces sujets-là. Ouais. Et après, tu as aussi pas mal de chaînes qui te font des podcasts et qui te mettent un petit peu à jour aussi de tes infos. Et ça, c'est très important aussi de le souligner. Exactement, ouais, c'est un premier niveau d'information, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je poursuis du coup. Est-ce que, alors on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que les conciergeries en side project, donc vraiment des conciergeries qui se montent, voilà, je vais pas dire à l'arrache, mais voilà, quelqu'un qui se dit tiens, je vais juste monter ça à côté de mon job salarié. Est-ce que ces conciergeries en side project, tu penses que ça va rester artisanal? Et d'ailleurs, est-ce que ça va continuer d'exister? Je pense que c'est une erreur de croire que notre activité est facile. Et c'est là où tu vois que ça peut pas marcher dans le long terme parce que, on le disait avant, tu as plutôt tendance à être au four et au moulin et à être vite submergé par tout ce qu'il y a à faire. Et je pense que c'est pas la notion des petits métiers qu'on voit émerger comme ça, pas beaucoup de temps et tu peux y faire 2 heures par semaine et gagner je sais pas combien par mois. Non, ça marche pas. Si ton activité elle te rapporte quelque chose, tu as déjà bien évolué parce que les débuts de la conciergerie c'est pas si rose qu'on le pense. Hein. C'est pas un métier facile, c'est un métier prenant et c'est clairement pas un métier que tu peux faire à la légère en side project. Je pense que tu peux le faire. Toi, t'en as un, tu fais les deux d'à côté de chez toi. Pourquoi pas? Parce que tu y vas et que tu vas chez toi et qu'en même temps, tu fais les deux d'à côté. Ça me paraît pas déconnant. Peut-être jusqu'à 5, tu peux réussir à faire un truc à peu près correct avec quelques outils et tout. Au-delà, tu es déjà sur du pro au sens propre du terme. Et là, tu as déjà passé un nouveau cap et tu peux pas y accorder que 30 minutes par jour. Je pense pas. Même avec des super outils. Ça veut dire que si tu as des super outils, tu as mis quand même le prix, donc tu gagnes rien. Non, je pense que ça n'a pas d'avenir. Okay. Alors, tu nous as répondu tout à l'heure sur la croissance rapide versus croissance lente ou maîtrisée. Donc, tu nous as dit que tu préférais la croissance lente et maîtrisée. Lente et maîtrisée, clairement, sans aucun doute. Ouais. Okay. Sinon, tu te brûles les ailes. Tu ne suivras pas. Donc, les conciergeries qui ont tendance à brader le prix des nuits, est-ce que ça nuit à la profession d'une manière générale, à ton avis? Alors, oui et non. Ça me fait penser à l'époque, début d'Airbnb, tout le monde était son appart, personne n'avait une notion de tarif, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux, encore une fois. Ça nuit au marché un petit peu, mais ça nuit surtout à la conciergerie. Parce qu'elle va se retrouver, du coup. On sait très bien qu'une conciergerie, ça coûte, qu'une plateforme, ça coûte. Si tu veux que le propriétaire gagne quelque chose, tu ne peux pas être bradé. Ça marche pas. Donc, si il y a quelqu'un qui est lésé dans l'histoire, quoi qu'il en soit tu n'es pas crédible pour ton propriétaire parce que il va finalement rien avoir, soit toi, tu n'as rien gagné, alors tu n'es pas crédible pour ton activité, pour le coup, soit le voyageur va trouver qu'il y a un loup parce que pourquoi toi, tu es moitié pris par rapport aux autres? Parce que tu n'as pas de clients. Tu te flingues tout seul, en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Et du coup, c'était un peu comme ça à l'époque. À l'époque, tu prenais une femme de ménage comme ça au black, hein, on va pas se mentir, ça se faisait beaucoup il y a 10 ans. Du coup, ton frais de ménage, il était à 30 € sur ta plateforme et les autres, ils étaient à 100 €. Oui, bah bien sûr, il était à 100 €, il y avait de la TVA dessus, il y avait du linge, il y avait toutes les locations, tous les produits d'accueil, etc. Bien sûr que tu pouvais pas concurrencer quelqu'un à 30 € de frais de ménage. Déjà, tout ton truc, ça prenait. Ton prix à la nuit était déjà beaucoup trop élevé, donc tu ne ressortais pas en recherche. Mais les autres sortaient beaucoup moins cher. Et là, tu te dis aussi, il y a un loup. Je préfère avoir quelque chose avec des commentaires qui disent que c'est un ménage professionnel, etc., du linge qui est vraiment propre, etc., plutôt qu'un truc fait à l'arrache, entre guillemets. Et finalement, c'est un peu ça, ce qui va jouer en défaveur de ces conciergeries-là, qui vont faire un peu baisser le prix à la nuitée ou le prix général. C'est que tu t'autorises à être bas de gamme. Ouais. Si c'est ta cible, vas-y. Mais pour ça, il y a des hôtels qui le font très bien et qui ont pris leur créneau et qui seront suffisants pour ces clientèles-là.
Eux, ils veulent un service, ils veulent un logement un minimum équipé, etc. Si tu te mets au prix du Formule 1, alors bah, ils vont au Formule 1 en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que tu crois encore aux labels faits par les plateformes, genre par exemple Superhost, pour faire la différence en termes de location? Non, parce que les plateformes ont un peu perdu ma confiance, parce que maintenant on est sur des plateformes pro-voyageurs. Et on oublie que derrière le voyageur, il y a un propriétaire et sans logement, tu n'as pas de plateforme. Donc on est sur des plateformes qui sont vraiment pro-voyageurs, que ce soit autant Booking qu'Airbnb. C'est un peu décevant quand tu es professionnel, parce que tu te dis que c'est ton partenaire et ça l'est pas toujours. Des fois, ils sont contre toi. Et du coup, quand tu vois que le voyageur te met une sale note alors que tu n'as rien fait, que tu as essayé, qu'il n'y a pas eu de problème particulier, et que tu te retrouves avec un 4 sur 5 sur Airbnb, qui est une bonne note pour ton voyageur, parce que lui, un 4 sur 5, c'est super. Mais toi, tu vas perdre ton statut Superhost. Tu sens qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Ça veut plus rien dire, parce que c'est pas en adéquation avec déjà la mentalité des gens. Mettre un 10 sur 10, un 5 sur 5, c'est pas dans la mentalité des voyageurs. Ça veut dire que c'était trop bien pour eux. Et il n'y a personne qui a envie de te mettre un trop bien. Ils vont le faire parce que tu vas faire un accueil incroyable, tu vas leur parler pendant 1 heure, tu vas leur raconter toute ta vie. Bon, tu peux y arriver, mais le prix que ça t'a coûté de rester 2 heures, ça va se retrouver sur ton commentaire. Donc voilà, tu l'as payé finalement un peu ton commentaire. Si t'as que déjà, on voit aussi qu'il y a beaucoup moins de Superhost maintenant, parce que c'est beaucoup plus compliqué à atteindre, surtout pour nous en conciergerie quand on a beaucoup. Parce que dans ton parc, tu as un peu de tout. Voilà. Donc, tu en as certains qui vont être au-delà du 4,8, puis tu en as d'autres qui vont pas y arriver. Parce que c'est des logements qui sont un petit peu excentrés, parce qu'il y en a un qui est à côté de la gare. Et ben, c'est bien qu'il soit à côté de la gare, mais t'entends le train. Voilà. Donc, tu as des points qui rentrent en compte, qui n'ont rien à voir avec ton accueil, ton hosting, en fait, finalement. Donc, c'est pas Superhost, il n'y a pas de rapport. C'est sur ton logement. Sur Booking, ils ont un peu changé le classement récemment. Je pense que c'était pas une mauvaise chose. Ça faisait très longtemps qu'ils étaient sur l'autre méthode de calcul des commentaires, prendre en gros tous les anciens commentaires. Maintenant, c'est un peu plus d'actualité, et ça te permet d'avoir vraiment une vision plus proche de comment était le logement pour les précédents voyageurs. Voilà, tout ce qui va être notes, etc. C'est un peu mieux. Pour tout ce qui est petit carré à la place des étoiles, bah, du coup, ça ne te donne pas envie de classer ton logement pour le coup. Parce que de toute façon, tu vas mettre les petits carrés Booking, il n'y a pas d'intérêt. C'est gadget, moi, je pense. C'est gadget. J'ai pas mal de logements qui n'ont pas ça, clairement, parce que pour diverses raisons. Voilà, parce que déjà, on fait de l'arrivée automatisée, donc bon, ça n'aide pas pour avoir que des 5 sur 5. Ça ne m'empêche pas de faire des super années avec mes propriétaires, et ça ne m'empêche pas de vendre. Oui, c'est ça. Oui, l'objectif, de toute façon, ça reste d'être capable de vendre des nuitées à des prix où tout le monde est content, voilà. Qui soit cohérent, etc. Et finalement, le statut Superhost ou autre équivalent, en fait, moi, je suis comme toi, je suis peut-être même pire parce que je m'en fiche complètement. Ouais. Après, tu n'as pas le choix de le voir. Il t'harcèle avec ça, tu es en train de recevoir un mail. Il y a beaucoup, maintenant, ils sont aussi très embêtants, Airbnb, avec les suspensions d'annonces maintenant. Tu n'as plus trop le droit à l'erreur. Tu en as un qui n'était pas content de ton appart, ou à qui t'a dit non pour un late check-out, et c'est fini. Tu as une mauvaise note, merci, plus d'annonces, suspendu. Ouais. Ils sont un peu durs parce que toi, c'est ton gagne-pain, déjà, c'est ton activité. C'est pas juste un truc que tu fais comme ça. Nous, en tout cas, on est professionnels, donc c'est clairement notre activité. Tu n'as pas de droit de réponse, ça c'est difficile aussi. Hein. Et ensuite, c'est la plupart du temps injustifié. Tu ne vas pas changer l'emplacement de ton logement. Il est à côté de rail, il est à côté de rail. Tu ne vas jamais enlever le bruit de train. Ça n'arrivera pas. Donc, quoi qu'il en soit, tu fais quoi? Alors, tu ne peux pas le louer parce que tu as le train qui passe à côté. Il y en a plein. Il y en a plein, clairement. Ça ne peut pas être ton critère qui te fait suspendre une annonce. Moi, je l'ai eu. Je trouve que c'est ridicule. Oui, tout à fait. Alors, on reviendra justement sur la différence Airbnb Booking. Il y a une des questions qui arrivera sur ça. Pardon. Justement, alors, on a parlé tout à l'heure des biens sans classement en meublé de tourisme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a encore sa place dans un marché professionnel? Non, je ne pense pas. Alors, même si le classement est plus mis en avant, même si l'abattement fiscal est plus justifiable, je pense que ça permet d'avoir une base quand même. Il reste toujours ce calcul de la taxe de séjour, qui est imbuvable si tu n'es pas classé dans la plupart des communes. Moi, je demande de toute façon pour tous mes logements qu'ils soient classés.
Si ce n'est pas fait, on fait le classement. Parce que ça te permet d'être sûr de la base de ton logement, un minimum, même si, comme j'ai dit, les listes sont assez désuètes. Mais ça te permet d'avoir une base, ça te permet de savoir que en fait, c'est un moyen un peu de faire respecter ton standard d'équipement sans que ça vienne de toi. Ouais, c'est vrai. Puis ça permet aussi au propriétaire d'être un peu impliqué dans la mise en place de son logement, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, tu le fais au préalable avant ton mandat ou ta collaboration. Et là, comme ça, tu es tranquille, tu sais que tu récupères un appart qui répond déjà un petit peu à tes critères, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, une question que j'aime bien, et tu as commencé à en parler, plutôt Airbnb ou plutôt Booking? Je vais dire plutôt Booking, pour le coup. Parce que un peu plus de notions professionnelles, parce qu'ils avaient quand même l'habitude de travailler avec les hôtels avant. Airbnb, c'est un peu ce qui a ouvert la porte à pas mal de déboires comme ça, à des activités plus ou moins. Et là, ils n'ont pas fait mieux cette année, en ouvrant vraiment les vannes à tout type d'activités. Donc, ils se permettent d'ouvrir des activités sans vérifier si c'est faisable, si c'est légal, si c'est… Voilà. Donc, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Disons que Booking essaye un peu plus de chercher dans la législation, dans les choses comme ça. Ils sont un petit peu plus carrés. Un petit peu. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus humains aussi. D'accord. C'est intéressant d'avoir ce retour-là. Moi, j'aime bien donner mon avis sur cette question-là. Moi, en tout cas, je préfère largement Booking parce que la plateforme, globalement, est beaucoup plus professionnalisée. Professionnel. Et même, tu vois, tu parlais d'Airbnb, des suspensions d'annonces, ce que j'appelle des caprices, en fait, des caprices de la plateforme. Enfin, ça, c'est pas fait pour les pros, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on est pro dans notre activité, on en est responsable. Ouais. C'est pas à la plateforme de nous dire de maintenir ou non parce que, attention, tu as eu une étoile et je te tape sur les doigts. Ouais. C'est le même point de vue, ouais. Booking a vraiment, je trouve, l'approche beaucoup plus pro par rapport à ça. Mais parce que, comme dit, ils sont pros depuis le début. Je veux dire, quand ils avaient que les hôtels, c'était que des pros également. Il n'y a finalement pas beaucoup de privés sur Booking. Oui. Le privé, je veux dire, celui qui passe pas par une conciergerie, etc., le privé va se mettre sur Airbnb. S'il doit se mettre que sur une seule plateforme, il va se mettre sur Airbnb. C'est beaucoup plus simple pour lui. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est accessible. Ça aussi, c'est un problème. L'accessibilité. Ouais. C'est trop accessible. Tout le monde peut le faire. C'est ça. Moins il y a de barrières, enfin, plus la marche à l'entrée est haute, plus ça filtre. Et ça oblige du coup à être pro. Donc c'est vrai qu'Airbnb, elle a ça de facile, c'est que la plateforme est hyper accessible, hyper simple, hyper fluide. Il faut le reconnaître, c'est quand même aussi un avantage. Mais voilà, moi, voilà. En tout cas, je suis pas le plus grand fan de la plateforme. Je préfère vraiment Booking. On en convient, quoi qu'il en soit, que les deux sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils fournissent. L'avantage d'être des géants pour eux, c'est qu'ils peuvent pratiquer des tarifs hyper chers. Par contre, derrière, ils sont pro-voyageurs, alors que c'est quand même nous qui payons, quoi. Oui. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage. Ouais, je ferai un épisode spécialement sur les plateformes à ce moment-là. J'écouterai volontiers. Le but, c'est pas de tailler des costards, hein, mais c'est juste… Non, bien entendu. Non, nous, c'est notre outil. C'est notre outil et notre partenaire. Et c'est important qu'ils soient performants parce que nous, on cherche que des partenaires performants. C'est ce qu'on fait. On se bat pour tout. On cherche des sociétés de ménage performantes. Enfin, voilà, un bon équilibre. On ne peut pas faire la même chose avec nos OTA parce que c'est les géants et qu'on n'a pas le choix. Ils ont un monopole. Et c'est vraiment dommage parce qu'on le fait pour tout. On fait vraiment attention à être sélectif, etc., à avoir un niveau de qualité et tout. Et là, on se laisse marcher dessus un petit peu parce que c'est les géants. Ouais, c'est vrai. Bon, je préparerai un épisode sur ça. C'est noté. Alors, du coup, peut-être pour venir plus à toi, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de toi finalement, est-ce qu'il y a, j'aime bien poser ça comme question, est-ce qu'il y a un livre, une ressource ou un mentor qui t'a inspiré dans ton parcours que tu voudrais nous partager ? Pour la blague, j'aurais dit La Loi au Gay, parce que c'est le moment où j'ai commencé à lire, où je me suis rendu compte qu'en fait, tout était écrit. Et je me suis dit, mince, à quel moment ça c'est parti en cacahuète avec cette loi. Mais c'est pas ça. C'est les gens qui m'inspirent. C'est les relations que je vais tisser, c'est les gens avec qui je vais parler. C'est de voir leur passion ou pas, ou de comprendre ce qui les motive dans ce métier. Pas que le nôtre, hein, tous ceux qui gravitent autour, société de ménage, etc., toute cette passion, tout ce sens du service, quoi. Pourquoi ils sont là et
qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait, ou quel est leur but, parce que leur but c'est pas de faire du ménage, c'est de rendre quelqu'un heureux à la fin, c'est vraiment au sens service du terme. C'est tous ces gens-là qui m'inspirent au quotidien en fait, et c'est pour ça que j'adore parler avec les gens, parce que je trouve que c'est vraiment enrichissant. Attention, dans la bienveillance uniquement, ça ne m'intéresse pas dans le, voilà, dans un autre contexte, c'est pas intéressant, je trouve, mais dans la bienveillance et dans le partage de la passion, parce que moi c'est ma passion, voilà, c'est devenu ma passion, alors que c'était même pas mon métier à la base, mais c'est devenu ma passion. J'aime parler aux gens qui ont la même fougue que moi sur le métier, quoi, clairement. Et c'est ça. Et c'est d'apprendre. J'apprends tous les jours quelque chose. J'apprends tous les jours quelque chose de ce métier ou du monde dans lequel on gravite, quoi. C'est vraiment ça qui me plaît, qui m'enrichit. Ok, ça marche. Quelle est ta potion magique pour réussir dans le métier? Quelque chose qui te renforce? La force d'être à plusieurs. C'est ce qui va me faire que ça peut marcher. Il n'y a que ça. Je peux pas être partout, je suis pas surhumaine. J'aimerais beaucoup, j'aimerais pouvoir tout maîtriser, mais le fait d'avoir des alliés sur qui compter, vraiment des personnes de confiance autour de moi, c'est ça qui me porte. Et sans ça, je pense que ça fonctionnerait pas. Ok. Et à l'inverse, du coup, quelle est ta kryptonite? Quelque chose qui t'affaiblit? Les sentiments. Les sentiments sur, justement, on disait l'affect avec ses annonces, ses commentaires, ses trucs, l'affect en fait, le fait qu'un voyageur puisse être mécontent d'un séjour, le fait que quelqu'un puisse te pourrir, parce que ça arrive aussi, le prendre pour soi en fait. C'est mon manque de détachement affectif sur ce bébé qui est Kotun, tu vois, ça peut me rendre malade au sens pourquoi il a pas aimé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi, quel point on en est, quoi, qu'est-ce qui se passe, et la remise en question qui va avec, parce que attends, je suis pas capable de faire apprécier un logement à quelqu'un, ça va pas du tout, il faut vraiment que je me remette en question et tout ça. Donc ça, ouais, c'est la déception des autres face à ce que j'ai préparé pour eux, parce qu'à la base, tout est prêt pour que ce soit magique pour eux. Ils n'ont pas besoin de se poser de questions, ça devrait être parfait. Il n'y a pas de problème à avoir normalement. S'il y en a, ouais, ça va me plomber un peu, quoi. Ok. On arrive du coup à la fin du quiz pratiquement. Et les deux dernières questions. Qu'est-ce que c'est pour toi le sens de l'hospitalité? C'est un peu ce que je disais avant. L'hospitalité, pour moi, c'est un service qui va rendre quelqu'un heureux. Vraiment, ton but ultime, c'est comment tu vas faire en sorte d'arriver à la satisfaction de la personne, de l'autre. Voilà, de l'autre. Donc là, en l'occurrence, à la fois le voyageur, mais aussi le propriétaire. C'est vraiment ça, s'investir pour être au service de l'autre pour que lui il vive un moment. Dans le tourisme, on est dans les vacances qui vivent un truc super. Presque le wow effect, mais je trouve que c'est un petit peu trop. Mais au moins quelque chose qui va. Ça devrait toujours leur laisser un bon souvenir, ils ne devraient jamais en avoir de négatif. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir de mauvaises notes. On travaille, nous, pour permettre aux gens de passer un bon moment. Et enfin, la question rituelle de ce talk show, qu'est-ce que c'est pour toi une conciergerie de rêve? C'est une conciergerie où tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est comme un orchestre. Chacun a son instrument, chacun sait ce qu'il doit faire. Et en même temps, chacun est en mesure d'aider l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base de tout. C'est la base de tout dans la conciergerie de rêve. C'est pas se surestimer et penser qu'on peut tout faire tout seul. C'est savoir où sont ses limites, savoir sur quoi on est fort, quelle est son expertise, et savoir quelle est l'expertise de l'autre et la reconnaître. Parce que c'est pas facile de reconnaître que l'autre il est meilleur que toi en tarification, par exemple, c'est pas évident. Mais par contre, c'est un fait. Donc il faut le reconnaître. Il faut dire bon, t'es vachement meilleur que moi, je te laisse faire ça. Moi, je vais faire plutôt l'autre partie. Et c'est ça pour moi la conciergerie de rêve. C'est une conciergerie, mais c'est un monde aussi, hein, mais c'est une conciergerie où tout le monde saurait reconnaître ce que l'autre a de meilleur que soi et saurait le mettre en avant pour l'autre. Voilà. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci Samantha d'avoir joué le jeu pour ce talk show. On en a appris beaucoup là sur justement ta vision de la professionnalisation du métier. On en sait plus sur toi et sur ta conciergerie Kotun. Donc évidemment, vous retrouverez, pour ceux qui nous suivent, en dessous de la vidéo ou dans la description pour ceux qui nous suivent en audio, tous les liens pour retrouver la conciergerie Kotun. Et si vous voulez faire appel à une conciergerie haut de gamme et de qualité sur le secteur
Est, Strasbourg et Colmar et environ, n'hésitez Même pas. pour échanger, hein, parce que je suis dans l'échange, moi. Voilà, exactement. Voilà. Donc, vous retrouvez tout ça dans la description. Je vous laisse cliquer dessus. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient la chaîne et ça fera plaisir à Samantha également. Et si vous avez des remarques ou des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir avec Samantha de vous répondre. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou sur le podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je te souhaite une bonne journée, Samantha. Merci beaucoup, de même. Et à bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.